Un village dans les montagnes subissait des attaques constantes d'un Fenrir de rang S, alors ils ont dépensé toutes leurs économies pour engager un groupe de rang SS pour le vaincre. Les membres de Flamin Dragonfang sont parmi les aventuriers les plus forts du monde, chacun avec ses propres forces uniques. Mais il y a Kurt, dont le seul talent est de faire des corvées, alors il se cache derrière un mur pour éviter de se blesser. Cependant, Kurt est la première personne que le Fenrir attaque dès son arrivée, ce qui le projette en l'air, et les autres membres du groupe se préparent au combat. Golnova ordonne à Bandana de maîtriser le Fenrir, alors elle sort son fil et l'attache, mais une seconde plus tard, le Fenrir lui brise le dos contre un mur. Normalement, Bandana serait condamnée à un fauteuil roulant pour le reste de sa vie, mais avec Marlefils dans l'équipe, elle est soignée en quelques secondes et retourne au combat. Elle utilise un arbre pour s'ancrer au sol, offrant à Golnova une ouverture pour viser la tête du Fenrir. Il saute alors et l'enflamme avec son épée magique. Les villageois sont si heureux de la défaite du Fenrir qu'ils préparent un festin pour le groupe, même si le village est presque ruiné, mais Golnova déteste absolument cette nourriture paysanne. Il ordonne à Kurt de lui préparer un vrai repas à la place, et Bandana lui demande de faire quelque chose de spécial parce que c'est le dernier jour où ils pourront profiter de la cuisine de Kurt. Kurt ne comprend pas ce qu'ils veulent dire par là, alors il demande une explication à Golnova, qui lui annonce qu'à partir d'aujourd'hui, il est viré. Kurt ne comprend pas pourquoi il le renvoie, alors il demande à Golnova s'il a fait quelque chose de mal, mais Golnova répond que le problème est que Kurt n'en fait pas assez. Certes, il s'occupe des corvées du groupe, mais à part ça, il est complètement inutile au combat, et les groupes ne peuvent avoir que 4 membres. Donc, s'ils veulent renforcer leur équipe, ils doivent remplacer Kurt par un mage puissant, ou au moins quelqu'un qui peut se débrouiller en combat. Kurt les supplie de le laisser rester dans le groupe, mais Golnova lui donne un coup dans le ventre parce qu'il en a assez d'entendre ses pleurnicheries. Ils n'ont plus besoin de lui, un point c'est tout. Le lendemain, Kurt quitte le village seul, sans destination et avec un portefeuille plus vide que l'abîme. Kurt finit par arriver dans la ville de Samara, et il ne lui reste que quelques pièces, alors il doit absolument trouver un travail rapidement. Il trouve une agence d'intérim et décide de tenter sa chance. Il entre et est accueilli par la réceptionniste. Elle lui demande s'il est là pour embaucher ou chercher un travail, et après que Kurt lui explique qu'il cherche un emploi, elle lui annonce qu'elle devra mener un entretien et un test d'aptitude. D'abord, elle demande des informations basiques comme son nom, son âge et son village d'origine. Il lui répond: il s'appelle Kurt Roquin, il a 15 ans et vient du village de Haas dans les montagnes Chine. Kirchel ignorait qu'il y avait un village dans ces montagnes. Mais passons, elle lui demande quelles ont été ses expériences professionnelles. Kurt lui explique qu'il faisait partie de Flamin Dragonfang, mais qu'il ne faisait que des corvées pour eux, et qu'il a récemment été viré. Kirchel est surprise d'apprendre que Kurt faisait partie d'un groupe de rang S, et même s'il n'a pas beaucoup contribué, avoir le nom du groupe sur son dossier l'aidera sûrement à trouver un nouveau travail. Kurt est ravi de l'entendre, et maintenant il ne lui reste plus qu'à passer le test d'aptitude pour que Kirchel puisse déterminer ses forces et faiblesses. Les aptitudes dans ce monde sont des dons accordés par Dieu, et si Kurt a de la chance, il pourrait découvrir un talent caché aujourd'hui. Les aptitudes sont classées de rang G jusqu'au rang triple S, et la différence entre les rangs est si grande qu'une personne avec une compétence d'épée de rang G pourrait à peine soulever une épée, tandis que quelqu'un avec un rang A pourrait fendre un rocher en 200 efforts. Kurt est impatient de découvrir s'il a un talent, mais malheureusement, toutes ses aptitudes de combat sont notées rang G, alors il n'a aucun espoir d'exercer un rôle combatif. Kurt perd immédiatement tout espoir, mais Kirchel lui dit qu'il pourrait encore avoir une bonne compétence artisanale, comme l'alchimie ou la forge. Bien que le technicien qui s'occupe de ces tests soit en vacances, alors Kurt devra revenir la semaine prochaine pour être évalué. Kurt lui répond qu'il ne tiendra pas jusque-là parce qu'il est à un pain près de la ruine, alors il a vraiment besoin d'un travail aujourd'hui. Kirchel comprend la situation de Kurt et lui demande d'essayer de soulever un des sacs de sable là-bas. Kurt tente sa chance, et dès qu'il pose les mains sur le sac, il ressent une étrange sensation, comme si le sable avait drainé un peu de son mana. Quoi qu'il en soit, il soulève le sac, et comme il est assez fort pour ça, Kirchel estime qu'il pourrait faire du travail dans le bâtiment. Elle lui explique que le margrave de Tekon recrute actuellement des ouvriers pour réparer les murs de la ville, alors Kurt pourrait y trouver un emploi si elle lui écrit une lettre de recommandation. Kurt est reconnaissant pour son aide et part immédiatement rencontrer le margrave. Le margrave voit la lettre disant que Kurt veut travailler ici, mais il ne pense pas vraiment que Kurt ait l'air capable de faire du travail de construction. Mais bon, il a besoin de toutes les mains disponibles, alors il décide de lui donner une chance. Il lui dit de préparer du ciment et de l'utiliser pour réparer le mur, et son salaire sera déterminé par la quantité de travail qu'il fournit. Le margrave reviendra plus tard pour vérifier l'avancée de Kurt, et il lui dit qu'il ferait mieux de se mettre au travail vite, parce que s'il n'a pas utilisé au moins un demi-baril de ciment à son retour, son salaire sera minime. Kurt veut poser une question parce que le margrave n'a rien dit sur le fait d'infuser du mana dans le ciment pour le renforcer,
mais il décide de se taire, car c'est probablement une connaissance commune. Malgré tout, il est surpris que le quota ne soit que d'un demi-baril de ciment, car ça semble beaucoup trop facile, alors Kurt décide d'utiliser autant de ciment que possible avant le retour du margrave. Lorsque le margrave revient, il est choqué de voir que Kurt a déjà terminé toute une section du mur. Kurt s'excuse parce qu'il aurait pu faire plus, mais il a manqué de ciment à mi-chemin. Le margrave a encore du mal à croire que Kurt a réparé plus d'un tiers de l'énorme mur ouest. Alors il lui demande comment il a réussi à réparer le haut du mur, et Kurt explique qu'il a juste lancé le ciment là-haut et utilisé un bâton pour lisser. Normalement, le margrave traiterait Kurt de menteur parce que ça semble impossible. Mais Kurt a clairement réussi, alors il doit dire la vérité. Il demande à Kurt combien de temps il compte travailler ici, et Kurt répond qu'il a juste besoin de ce travail pour une semaine, ce qui ravit le margrave. Il lui dit qu'il a assez travaillé pour aujourd'hui et peut rentrer. Il n'a pas assez d'argent sur lui pour payer Kurt pour tout son travail, alors il lui donne une petite bourse et promet de lui envoyer le reste via l'agence d'intérim. Kurt est stupéfait parce que même cette petite bourse contient plus d'argent qu'il n'en a jamais gagné avec le groupe de héros. Les jours suivants, Kurt continue de travailler dur sur la réparation du mur, mais soudain, le margrave lui annonce qu'il est viré. Kurt demande pourquoi, et le margrave explique que les réparations du mur étaient censées fournir du travail aux personnes dans la pauvreté, mais Kurt est bien trop efficace, alors s'il continue, il n'y aura plus de travail pour les autres. Il n'est pas en colère contre Kurt, mais d'après ce qu'il a vu, les capacités de Kurt sont au moins de rang double S, sinon triple S, alors il ferait mieux de travailler dans la capitale royale ou autre. Il lui donne un paiement forfaitaire en compensation pour ce licenciement soudain et s'en va. Mais Kurt a complètement mal compris la situation et pense que le margrave voulait juste se débarrasser de lui parce qu'il était un mauvais travailleur. Il retourne à l'agence d'intérim et rencontre Kirchell pour lui dire qu'il a été viré, et il faudra encore quelques jours avant que Kurt puisse faire évaluer ses aptitudes artisanales. C'est alors qu'ils entendent du bruit à l'accueil, où une fille essaie de poster une annonce de recrutement. Mais la réceptionniste lui dit que personne n'accepterait de travailler dans des conditions aussi terribles pour ce qu'elle propose. Malgré tout, la fille insiste pour qu'elle essaie de trouver quelqu'un, et elle commence à causer du désordre, alors Kirchell s'approche pour voir le problème. Sa collègue lui explique que cette fille veut recruter un mineur pour explorer une montagne inconnue, mais elle refuse de payer d'avance et insiste pour ne payer que si l'excavation est un succès. Kirchell est d'accord pour dire que personne de censé n'accepterait ces conditions, alors elle essaie de convaincre la fille de trouver des investisseurs pour développer la mine. Mais la fille répond qu'elle ne peut pas, car si elle ne paie pas ses taxes d'ici la fin de la semaine, ils lui confisqueront sa mine. C'est alors que Kurt s'approche et dit qu'il est assez fou pour accepter un tel travail. Après tout, dans son village, il aidait à l'excavation minière, alors il a pas mal d'expérience. Kirchell demande à Kurt s'il est sûr de vouloir accepter, car avec le contrat proposé, il est tout à fait possible qu'il ne soit jamais payé. Avant que Kurt ne puisse répondre, la fille le coupe et dit qu'elle espérait en fait engager un nain costaud. Pas un garçon qui a l'air si faible. Alors elle se sentirait mal de faire travailler Kurt. Cependant, tout nain exigerait au moins 10 pièces d'argent d'avance, et la fille n'a pas cette somme, alors elle finit par accepter Kurt. Alors que Kurt et la fille partent, Kirchell se sent coupable de l'avoir laissé prendre ce travail, car ça ne vaut probablement pas le coup. Honnêtement, elle pense que Kurt ferait mieux de travailler dans un bordel, car elle paierait cher pour passer la nuit avec lui. Pendant qu'elle rêvasse à Kurt, sa collègue l'interpelle et lui annonce qu'un virement bancaire vient d'arriver. Apparemment, c'est le reste de l'argent que le margrave avait promis d'envoyer pour compenser le travail de Kurt sur le mur, et Kirchell s'attendait à environ 50 pièces d'argent, mais c'est en fait un chèque de 200 pièces d'or, une somme énorme. Elle est tellement choquée que Kurt ait pu gagner autant qu'elle trébuche sur les sacs de sable par terre. Sa collègue lui dit de faire attention, car ce ne sont pas des sacs normaux. Ils servent à mesurer la quantité de mana d'une personne, et ils sont censés devenir plus lourds quand quelqu'un avec une grande réserve de mana les touche. Ils ne réagissent généralement pas avec les gens normaux, alors Kirchell peut les soulever facilement, mais elle se souvient que Kurt avait eu beaucoup de mal à le faire il y a quelques jours, alors elle commence à se demander s'il est vraiment un garçon ordinaire. Pendant ce temps, Kurt et Yulichia marchent dans la forêt pour rejoindre son campement, mais une fois sur place, Kurt est un peu inquiet car il n'y a qu'une tente. Yulichia dit que la tente est assez grande pour eux deux, mais Kurt répond qu'il ne pourrait jamais dormir s'il était allongé à côté d'une fille aussi mignonne qu'elle. En entendant Kurt la traiter de mignonne, Yulichia se fâche, pensant qu'il essaie de la flatter, mais Kurt dit qu'il la trouve vraiment mignonne. Yulichia réalise qu'il est sincère, alors elle se calme et lui donne une pomme de terre pour le dîner. Ce n'est qu'une simple pomme de terre bouillie, mais ça fait si longtemps que personne n'a cuisiné pour Kurt, alors il apprécie énormément. Il est aussi reconnaissant qu'Ulichia mange avec lui, car Golnova et les autres du groupe de héros refusaient toujours qu'il mange dans la même pièce qu'eux. Plus tard dans la nuit, Kurt et Yulichia vont se coucher, mais Kurt a du mal à dormir car Yulichia est en sous-vêtements. Il ne pourra jamais s'endormir avec du bois dur,
Alors ils décident de sortir de la tente et de dormir dehors. Dès que Kurt quitte la tente, Yulichia ouvre les yeux, car elle faisait seulement semblant de dormir. Elle s'était mise en sous-vêtements exprès pour voir si Kurt était du genre à l'agresser dans son sommeil, mais maintenant elle sait que c'est un type bien. Le lendemain matin, Yulichia se réveille et sort de la tente. Elle trouve Kurt endormi contre un arbre et se sent un peu coupable de l'avoir fait dormir dehors. Mais elle remarque alors que sa veste est réparée. Kurt se réveille peu après, alors elle lui demande s'il l'a réparée, et il confirme. Elle est impressionnée par son talent pour la couture et commence à se demander s'il sera vraiment bon pour le minage. Mais il est trop tard pour trouver quelqu'un d'autre, alors il devrait commencer à travailler. Kurt demande à Yulichia si elle a choisi un endroit pour commencer à miner, mais elle comptait juste creuser au hasard et prier pour trouver des minerais précieux. Kurt lui dit qu'elle ne trouvera jamais rien comme ça, et il connaît une méthode bien plus efficace. Il emmène Yulichia dans une partie de la montagne, et après avoir cherché un peu, il trouve un rocher rempli de gemmes. Yulichia est choquée qu'il ait trouvé si facilement, mais en quelques minutes, Kurt a localisé toutes les gemmes de cette zone. Yulichia a du mal à y croire, car si elle vend toutes ces gemmes, elle pourra rembourser sa dette. Mais Kurt lui dit qu'elle ne peut pas les vendre. Yulichia comprend qu'il a raison. Puisque c'est Kurt qui les a trouvées, alors l'argent lui revient, mais ce n'est pas ce qu'il voulait dire. Il essayait juste de lui expliquer que les gemmes vaudront plus si elles sont transformées en cristaux magiques d'abord. Kurt s'inquiète, mais Yulichia lui dit qu'il n'y a que 10 mages dans tout le royaume capables de faire ça. Mais pendant qu'elle parle, Kurt vient juste de finir de transformer une gemme en cristal magique. Yulichia est trop stupéfaite pour parler, car non seulement Kurt a créé un cristal magique, mais il l'a fait instantanément, alors que les mages les plus expérimentés mettent au moins 1 heure pour en faire un. Après que Kurt a fini de transformer toutes les gemmes en cristaux, il accepte qu'Yulichia aille les vendre. Elle part donc tandis qu'il reste sur la montagne, car il a encore quelque chose à faire. Yulichia se rend à l'agence des douanes de la ville et leur dit qu'elle veut vendre des cristaux magiques dans la capitale royale. Mais les cristaux magiques sont extrêmement précieux, alors l'agent lui demande où elle les a obtenus. Il ne la croirait jamais si elle disait qu'un garçon inconnu les a créés, alors elle montre son emblème de la famille royale pour qu'il cesse de poser des questions. C'est un peu un bluff, car elle ne travaille plus pour la famille royale depuis un moment et ils ont oublié de lui reprendre son emblème. Mais ça marche, alors l'agent des douanes l'autorise à utiliser le cercle de téléportation pour la capitale. Une fois sur place, elle se rend chez une vieille amie et dit à Mimiko qu'elle a des gemmes magiques à vendre. Mimiko les examine, et au premier abord, elles ne semblent pas valoir grand-chose. Mais en regardant de plus près, elle découvre qu'elles contiennent 10 fois plus de mana que la normale, alors ces cristaux valent 10 pièces d'or chacun. Yulichia est sans voix, car Kurt lui en a donné 50, alors Mimiko lui tend tranquillement un sac de 500 pièces d'or. Mais avant qu'Yulichia ne parte, Mimiko a 2 demandes. Premièrement, elle veut qu'Yulichia promette de ne vendre ce type de cristaux qu'ici, car ce serait un désastre si des cristaux aussi puissants circulaient sans régulation. Et deuxièmement, elle veut savoir le nom de la personne qui les a créés. Yulichia accepte la première condition, mais dit qu'elle ne peut pas révéler le nom du créateur sans sa permission. Mimiko, étant mage de la cour royale, essaie d'utiliser son statut pour ordonner à Yulichia de divulguer l'information, mais Yulichia ne travaille plus pour la royauté, alors elle n'est pas obligée d'obéir. Mimiko comprend qu'elle ne convaincra pas Yulichia, alors elle lui demande au moins de s'assurer que Kurt n'aille pas dans une autre nation. Elle veut aussi qu'Yulichia lui dise que s'il accepte de travailler pour la famille royale, Mimiko est prête à lui accorder le titre de comte et un accès complet au laboratoire de recherche royal avec tous ses avantages. Yulichia quitte ensuite la boutique de Mimiko, et le lendemain matin, elle retourne à la montagne pour retrouver Kurt. Mais elle est choquée de découvrir que Kurt a construit une putain de maison en son absence. Mettant cela de côté, Yulichia explique qu'une de ses amies souhaite engager Kurt comme mage royal. S'il accepte le poste, il sera traité comme un noble, ce qui lui garantira un bon salaire avec des avantages, quoi qu'il arrive. Kurt a du mal à croire qu'on lui propose vraiment un emploi aussi impressionnant, mais Yulichia l'assure que l'offre est sincère. Elle lui demande ce qu'il veut faire, mais Kurt dit qu'il va décliner. Yulichia n'arrive pas à croire que Kurt refuse, car n'importe qui sauterait sur l'occasion de devenir mage royal, et je suis tout aussi choquée parce que la raison de Kurt pour refuser est stupide. Il estime qu'il ne mérite pas d'être dans une position qui le place au-dessus des autres, et il espère toujours retourner être le garçon de corvée du flamin dragon, même s'il doit les supplier de le reprendre. En parlant du flamin dragon, ils se font battre à plate couture par un monstre arbre. Golnova ne peut pas utiliser sa magie de feu pour une raison inconnue, alors il demande à Marlefils de le soigner. Elle essaie depuis un moment, mais sa magie de guérison ne fonctionne pas comme d'habitude. Golnova demande au nouveau de lancer un sort de feu pour abattre l'arbre, mais le nouveau ne sait pas utiliser la magie de feu, et c'est normalement le travail de Golnova de toute façon. La chimie du groupe a complètement disparu sans Kurt pour les maintenir ensemble, et Bandana est la seule à réaliser que le groupe s'effondre.
Revenons à Kurt. Son travail actuel est toujours d'aider Yulichia à extraire des gemmes ici, et il lui dit qu'il a trouvé une bonne veine de gemmes hier, donc il peut en obtenir beaucoup plus pour elle. Yulichia est reconnaissante pour son enthousiasme, mais elle s'inquiète que Kurt soit fatigué par tout le travail qu'il a fait la veille. Cependant, il lui dit de ne pas s'inquiéter car il a dormi 6 heures cette nuit. Yulichia est choquée en entendant cela et commence à faire des calculs mentaux pour comprendre comment Kurt a pu construire une maison entière et dormir 6 heures. Mais Kurt interprète cela comme une colère de Yulichia parce qu'il a trop dormi, alors il s'excuse et dit qu'il compensera sa paresse. Yulichia doit vraiment expliquer la force de Kurt à un moment donné, mais elle ne sait pas comment aborder le sujet, alors elle et Kurt partent simplement pour extraire plus de gemmes. Kurt emmène Yulichia à l'endroit qu'il a trouvé, et bien que cela ressemble à une section ordinaire de forêt, Kurt lui dit qu'elle devrait pouvoir trouver de bonnes gemmes ici, bien qu'il la prévienne de ne pas creuser au-delà de 500 mètres, comme si c'était quelque chose qu'on pouvait faire accidentellement. Il commence ensuite à s'éloigner, alors Yulichia lui demande où il va, et Kurt explique qu'il se rend à un autre site minier et la rejoindra plus tard. Yulichia passe toute la journée à creuser, et en soirée, elle a enfin trouvé une énorme topaze. Elle a déposé toutes les pièces d'or des gemmes magiques sur le compte de Kurt car c'est lui qui les a trouvées, mais comme elle a trouvé celle-ci elle-même, elle peut utiliser les profits pour payer ses taxes. Elle pourrait probablement même convaincre Kurt de transformer cette pierre en gemme magique pour obtenir encore plus d'argent, mais elle décide de ne pas le faire car elle ne veut pas profiter de la gentillesse de Kurt. En parlant de Kurt, elle décide d'aller voir comment il va, et d'après ce qu'elle a vu faire jusqu'à présent, elle savait qu'il exagérait, mais elle ne s'attendait pas à ce qu'il ait construit un système de tunnels entier en 8 heures. Kurt finit par sortir et dit à Yulichia que, malheureusement, il n'a trouvé qu'un peu de la gemme qu'il cherchait. Tout le reste n'était qu'un tas de roches inutiles, alors il prévoit de les jeter une fois terminés. Yulichia jette un coup d'œil dans le chariot de roches, et ces pierres semblent un peu trop belles pour être sans valeur, alors elle lui demande ce que c'est. Kurt explique que ce sont des minerais de mithril, mais dans son village, le mithril était si commun dans les mines qu'ils le jetaient généralement quand ils en trouvaient. Yulichia est sans voix face à ce qu'elle vient d'entendre, et en plus de se demander dans quel genre de village Kurt a grandi, elle lui demande quelle gemme il cherchait s'il considère le mithril comme un déchet. Kurt sort une petite pierre et lui dit qu'il cherchait de l'oricalque, mais il n'a réussi à en trouver que suffisamment pour remplir une petite boîte. L'oricalque est connu comme le métal des dieux, donc même 1 gramme de cette matière vaut des millions, et Kurt en a trouvé une boîte comme si de rien n'était. Yulichia ignorait que l'oricalque pouvait être trouvé dans des endroits comme celui-ci, mais Kurt lui dit: on peut en extraire n'importe où, il suffit de creuser 8 km sous terre pour l'atteindre. Yulichia décide que c'est assez pour aujourd'hui, et comme la topaze qu'elle a trouvée couvrira ses taxes, son contrat avec Kurt est terminé. Cela signifie que Kurt doit commencer à chercher un autre emploi, car personne ne lui a encore parlé de la montagne d'or sur son compte en banque. En se rendant à l'agence, Kurt croise Bandana, et il est heureux de la voir, mais il lui demande ce qu'elle fait ici. Bandana lui dit qu'elle ne fait plus partie du Flamin Dragon, mais il y a un peu plus que ça. Après leur mission désastreuse, Golnova est allée dans un restaurant 5 étoiles pour manger un bon repas, mais comparé à la cuisine de Kurt, toute la nourriture ici a un goût de déchet. Golnova est furieux, alors il saccage l'endroit et part sans payer. En entrant dans une ruelle, il rencontre Bandana, et elle lui dit qu'il est allé trop loin en détruisant ce restaurant. Cependant, tout ce qui intéresse Golnova, c'est de manger un bon repas, alors il ordonne à Bandana d'aller trouver Kurt et de le forcer à revenir, même s'il faut lui briser les os pour y parvenir. Golnova perd visiblement la tête, alors Bandana ne discute pas avec lui. Elle lui arrache son cristal de téléportation et s'enfuit de la ruelle. En partant, elle voit les gardes de la ville se rapprocher de l'endroit où se trouve Golnova, et sans son cristal de téléportation, il va certainement être arrêté pour ce qu'il a fait au restaurant. De plus, Marlefils a été appelé par l'église, donc le groupe Flamin Dragon est officiellement fini, bien qu'elle passe sous silence la plupart des détails sur la dérive de Golnova. Kurt est déçu d'apprendre que le Flamin Dragon s'est dissous car cela signifie qu'il ne peut plus y retourner, mais Bandana ne comprend pas pourquoi il voudrait revenir en premier lieu. Kurt explique qu'il doit beaucoup à Golnova, et il ignore toujours à quel point Golnova était un imbécile, alors il est vraiment triste de ne plus pouvoir travailler avec lui. Bandana, quant à elle, ne s'est jamais vraiment soucié de Golnova, car il n'était qu'une couverture pour qu'elle puisse garder un œil sur Kurt. Quoi qu'il en soit, puisque Kurt se rendait à l'agence, Bandana suppose qu'il cherche un emploi, et si c'est le cas, alors elle a la parfaite opportunité pour lui. Une de ses amies cherche quelqu'un pour l'aider dans son atelier récemment, et ce devrait être un bon job car cette amie est une maître atelier. Il n'y a que quelques maîtres ateliers dans le monde, et ils sont tous incroyablement importants, donc leur influence est comparable à celle d'un vicomte. Bandana demande à Kurt s'il veut accepter le poste, et il dit qu'il aimerait bien, alors elle lui donne une carte et l'envoie sur son chemin. Finalement, Kurt arrive à l'atelier de la maître atelier, mais il est un peu confus car cet endroit ressemble à une maison ordinaire pour lui. Il frappe à la porte,
et une petite elfe lui répond. Au début, Kurt est un peu choqué car il ne s'attendait pas à ce que la maître atelier soit une si petite fille, mais Michel explique qu'elle est en fait l'assistante de la maîtresse. Dans ce cas, Kurt lui dit qu'il est là pour un emploi, et Michel est ravie de l'entendre car elle a besoin de toute l'aide possible. Elle emmène Kurt dans la cuisine, et dès qu'il y met les pieds, il sent une puanteur infernale. Michel s'excuse pour le désordre, mais la maîtresse la fait travailler sans arrêt, alors elle n'a pas eu l'occasion de vraiment nettoyer. Juste à ce moment, la maîtresse appelle Michel, qui s'enfuit en demandant à Kurt de l'aider à nettoyer la cuisine. Kurt est un peu déçu car il pensait aider la maître atelier, mais les corvées sont assez simples pour lui, alors il se met au travail. 30 minutes plus tard, Kurt a nettoyé toute la cuisine, et Michel ne lui a pas vraiment dit ce qu'il doit faire ensuite, alors il erre dans les couloirs à sa recherche. Il trouve une porte dans l'un des couloirs, frappe, et une fille à l'intérieur lui dit d'entrer. Cependant, quand Kurt entre, il voit la fille pratiquement nue sur son lit. Il est embarrassé et s'excuse pour l'intrusion, mais elle ne semble pas gênée que Kurt l'ait vue ainsi. Kurt explique qu'il cherche Michel, alors la fille lui dit que Michel est au sous-sol. Kurt s'apprête à partir pour la trouver, mais il remarque alors une marque sombre sur le ventre de la fille. Il la reconnaît comme une malédiction, alors il demande à la fille s'il peut l'examiner de plus près. Elle lui donne la permission, alors Kurt s'approche d'elle et commence à toucher la zone maudite. Les malédictions comme celle-ci détruisent généralement les organes internes autour de la zone affectée, donc cela doit être incroyablement difficile pour la fille de manger, mais il s'avère que son estomac est intact, alors Kurt propose de lui préparer à manger. Pendant ce temps, Yulichia rencontre Mimiko pour discuter du mithril et de l'oricalque que Kurt a trouvé. Kurt ne les a même pas transformés en cristaux magiques cette fois, et la valeur dépasse toujours 50 000 pièces d'or, alors Yulichia commence à s'inquiéter. Elle demande à Mimiko ce qui pourrait arriver si les gens découvrent le talent de Kurt, et dans le meilleur des cas, Kurt sera kidnappé et réduit en esclavage. Pire scénario, il sera assassiné pour être une menace trop importante. Mimiko demande à Yulichia ce qu'elle prévoit de faire avec Kurt, et jusqu'à présent, Yulichia a pensé à le faire devenir maître atelier, ainsi il aurait assez de pouvoir pour que personne ne puisse profiter de lui, et elle prévoit de travailler comme son garde du corps. Mais faire accepter tout cela à Kurt sera difficile. Il est trop obtus pour réaliser son véritable talent, et pire encore, il se sous-estime constamment, alors Yulichia doit agir avant que Kurt ne s'attire des ennuis. Pendant ce temps, Kurt vient de finir de préparer de la bouillie pour la fille qu'il a rencontrée plus tôt quand, soudain, Michel et la maître atelier, Ophélia, sortent du sous-sol. Elles sont surprises de voir que la cuisine n'est plus un danger biologique, et encore plus que Kurt l'ait nettoyée en si peu de temps. Ophélia remarque que Kurt cuisine de la bouillie, alors Kurt explique que la fille qu'il a rencontrée dans l'une des chambres a dit qu'elle avait faim. Ophélia semble un peu inquiète que Kurt ait rencontré cette fille, alors elle lui fait promettre de ne parler d'elle à personne. Kurt promet, alors Ophélia lui dit qu'il peut rentrer chez lui pour la journée et lui donne 3 pièces d'argent. Kurt est surpris qu'elle le paie autant pour avoir juste nettoyé la cuisine, mais elle dit qu'il le mérite pour avoir travaillé dur et lui demande de revenir demain. Peu après, Ophélia se rend dans la chambre de la fille avec la bouillie que Kurt a préparée pour elle, et elle lui rappelle qu'elle n'est pas censée se montrer aux autres. Cela dit, Kurt ne semble pas être une menace, alors Ophélia ne pense pas avoir à s'inquiéter qu'il révèle le secret. Liselotte n'a toujours pas mangé, alors Ophélia lui demande d'attendre un moment pendant qu'elle teste la bouillie pour du poison. Cependant, Liselotte dit que ce n'est pas nécessaire. Elle n'a parlé à Kurt que brièvement, mais son intuition lui dit que c'est une bonne personne, et de toute façon, il n'y aurait aucun intérêt à essayer de l'empoisonner alors que la malédiction a déjà autant progressé. Elle a dû vivre sa vie en se méfiant de tout le monde, alors pour une fois, elle veut faire entièrement confiance à quelqu'un. Ophélia comprend, alors elle la laisse manger la bouillie, mais après la première bouchée, Liselotte se met à transpirer abondamment et s'effondre au sol. Ophélia pense que Kurt a vraiment empoisonné la nourriture, alors elle s'apprête à partir pour le traquer et le tuer, mais soudain, Liselotte se relève et dit qu'elle va bien. En fait, elle se sent mieux que jamais car la malédiction a été brisée. Ophélia ne sait pas comment interpréter ce qui vient de se passer, car une malédiction comme celle-ci n'est pas facile à briser, pourtant elle a indéniablement été brisée par la nourriture cuisinée par Kurt. Au même moment, l'organisation secrète qui a placé la malédiction sur Liselotte tient une réunion car ils viennent de découvrir qu'elle a été brisée. Ils espéraient l'utiliser pour tuer Liselotte à distance, mais maintenant ils devront recourir à des mesures plus radicales. Plus tard dans la soirée, Ophélia et Liselotte se rendent dans la boutique de Mimiko, car elles ont quelque chose d'urgent à discuter. Liselotte retire sa capuche, et dès que Mimiko et Yulichia voient son visage, elles la reconnaissent comme la 3e princesse du royaume. Ophélia explique, une puissante malédiction a été placée sur Liselotte pour tenter de l'assassiner.
Nous ne savons pas qui en est à l'origine, mais Liselot est le seul enfant entre le roi et la princesse Fran du royaume de Gurumaku, donc son existence est un symbole de paix entre les deux nations, et quelqu'un essaie clairement de provoquer une guerre. Mimiko est contente que Liselot aille bien, mais elle est surprise qu'elle ait réussi à briser une telle malédiction seule. Cependant, Liselot lui dit qu'elle ne l'a pas fait seule, la malédiction a en fait été brisée par un homme nommé Kurt, et dès que les deux entendent le nom de Kurt, elle panique. Yulichia a encore du mal à croire que la malédiction qui hante Liselot depuis des années a été brisée par un simple bol de porridge. À présent, elle sait que Kurt est capable de choses folles, mais elle l'a littéralement laissé seul une demi-journée, et il a fini par sauver la princesse. Il prévoit de récompenser Kurt pour son aide, mais avant cela, Mimiko estime qu'il est crucial de retrouver la personne responsable de la malédiction. Des sorts anti-malédiction sont normalement présents dans la chambre de Liselot, donc quelqu'un a dû les altérer avant qu'elle ne soit maudite. Seules 3 personnes du royaume avaient accès à la chambre de Liselot à cette époque. Sonovarist Katz, le général de la force expéditionnaire royale, Tristan Menolf, l'évêque de l'église, et Isadora, la 3e reine du royaume. Cependant, ils ne peuvent pas accuser sans preuve, ils devront donc recueillir des preuves tangibles avant d'agir. Ophélia propose de tendre un piège pour attirer le coupable, et elle a déjà une idée parfaite en tête. Liselot vient d'avoir 15 ans, et la coutume royale exige qu'elle quitte la maison pour s'entraîner pendant 1 an. Les responsables de la tentative d'assassinat tenteront sûrement de l'atteindre à nouveau, alors Ophélia prévoit de créer un faux maître d'atelier et d'annoncer que Liselot y a été envoyé pour s'entraîner. Les assassins tenteront probablement d'obtenir des informations sur le maître d'atelier pour planifier une attaque, et lorsqu'ils le feront, ils tomberont directement dans le piège d'Ophélia. Mais ils devront trouver quelqu'un avec de bonnes réalisations pour incarner le faux maître d'atelier, et Yulichia a la personne parfaite en tête. Elle montre à Ophélia l'un des cristaux magiques fabriqués par Kurt, et dès qu'Ophélia le voit, elle n'a aucun doute. C'est le cristal de la plus haute qualité qu'elle ait jamais vu. En parlant de Kurt, le lendemain, il retourne chez Ophélia pour travailler, mais en arrivant, il trouve un mot sur sa porte indiquant qu'elle est absente. Il croise alors Michel et lui demande ce qui se passe. Michel explique qu'après son départ la veille, Ophélia est soudainement sortie avec Liselot et qu'elles ne sont pas revenues depuis. Malheureusement, cela signifie qu'il n'y a pas de travail pour Kurt aujourd'hui, alors il quitte la maison déçue et se rend à la guilde pour manger. Pendant qu'il mange, il entend une conversation à la table voisine. Un groupe panique car leur porteur est tombé malade, et sans lui, ils ne pourront pas accomplir leur prochaine mission. Ils n'ont pas non plus le temps de chercher un nouveau porteur, il semble donc qu'ils vont devoir annuler la mission. Kurt réfléchit et est certain qu'il peut assumer le rôle de porteur. Il s'approche de leur table et se présente. Il dit avoir entendu leur conversation et, bien qu'il soit terrible au combat, il est convaincu qu'il pourrait être utile à leur équipe en tant que porteur. Sinarikan a l'idée que Kurt devienne leur porteur, car un gringalet comme lui ne pourrait jamais supporter un travail aussi dur. Quand lui donne une tape sur la tête et s'excuse auprès de Kurt pour le comportement grossier de sa sœur, mais lui non plus ne pense que Kurt puisse être porteur. C'est un travail très physique, surtout puisque le groupe chasse des golems pesant plus de 200 kg. Cependant, Kurt affirme qu'il peut facilement porter 200 kg. Pour le prouver, il soulève Danzu et camp sur le champ sans effort apparent, bien que qu'emporte une armure de plus de 150 kg. Kurt a clairement prouvé ses capacités, alors le groupe accepte de l'engager comme porteur. En chemin vers le lieu de la mission, il se présente officiellement à Kurt. Kan est le guerrier lourd du groupe, mais bien qu'il ait une épée, il se limite généralement à la boxe. Danzu est un samouraï, et Sina est une rôdeuse. Ils ont un autre coéquipier, mais il est malade, d'où la nécessité d'engager Kurt pour le remplacer aujourd'hui. Ils disent être ravis de l'avoir dans l'équipe, et Kurt les remercie de donner une chance à un incapable comme lui. Ils ne comprennent pas ce qu'il veut dire, car un incapable ne pourrait pas faire des squats avec 400 kilos comme échauffement, mais ils mettent cela sur le compte de son sens de l'humour. Le groupe continue d'avancer, mais soudain, Kurt crie « Il vient d'être attaqué ». Les autres se retournent immédiatement pour le sauver, mais sont perplexes en le voyant aux prises avec un slim. Kurt panique vraiment, alors Sina lui dit de se calmer, il suffit de détruire le noyau du slim pour le tuer. Kurt suit son conseil, mais lorsqu'il tente de poignarder le noyau, son couteau ne pénètre pas et il finit par se poignarder lui-même. Kurt est manifestement incapable de le tuer seul, alors Sina s'occupe du slim à sa place, mais elle est stupéfaite par son incompétence au combat. Il avait mentionné que ses capacités de combat étaient quasi nulles, mais elle ne pensait pas que ce serait à ce point. Kurt s'excuse pour son inutilité, mais ils lui disent de ne pas s'inquiéter. Son rôle de porteur est de transporter le butin, il peut laisser le combat aux autres. Kurt a du mal à croire ce qu'il entend, il vient d'échouer lamentablement, mais ses coéquipiers ne lui en veulent pas. Cela n'a rien à voir avec son traitement chez Dragonfan, et il est ravi d'avoir trouvé des compagnons si gentils. Ils finissent par atteindre la grotte, mais il y fait sombre.
Sina disperse de la mousse luminescente pour éclairer. Une fois la grotte illuminée, Kurt remarque des excréments sur une pierre et demande à Sina s'il doit s'en inquiéter. Elle lui répond que ce sont des excréments de gobelins, et vu leur fraîcheur, il y a probablement un nid de gobelins dans la grotte. Kurt panique un peu, s'il ne peut pas tuer un Slim, il n'a aucune chance contre un gobelin. Mais quand lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car les autres peuvent s'occuper de quelques gobelins, bien que s'ils tombent sur une horde de gobelins, ils n'auront aucune chance, et ils doivent donc éviter cela à tout prix. Ils s'enfoncent dans la grotte et arrivent à des ruines. En marchant, Kurt remarque quelque chose d'étrange sur un mur. À ce moment, Sina repère un gobelin et tente de le tuer rapidement, mais elle est trop tardive. Le gobelin a déjà appelé des renforts, et une immense horde approche par l'avant et l'arrière. Les rapports ne mentionnaient pas autant de gobelins, et maintenant, ils n'ont nulle part où fuir. Sina se tourne vers Danzou pour un plan, mais dans cette situation, la seule option est de se préparer à une mort brutale. Kurt intervient et leur dit qu'il a trouvé un passage secret dans le mur. C'est une bonne nouvelle, mais même avec ce passage, ils ne pourront pas distancer les gobelins, il leur faut une diversion. Danzou et Kan hochent la tête vers Sina, qui comprend ce qu'il lui demande. Elle emmène Kurt dans la salle secrète et referme la porte derrière lui. Kurt ne comprend pas pourquoi elle a fait cela, puisque Danzou et Kan sont restés de l'autre côté, mais c'est ce qu'il voulait. Kan explique que les gobelins les traqueraient s'ils fuyaient tous ensemble, alors lui et Danzou vont essayer de les attirer pour donner à Kurt et Sina une chance de s'échapper. Kurt ne veut pas les abandonner, mais Sina lui dit qu'ils ne peuvent pas revenir. Elle non plus ne veut pas laisser ses coéquipiers, mais Kurt n'a aucune capacité de combat, et Sina est au mieux moyenne, donc il ne ferait que les ralentir. De plus, elle est sûre que Danzou et Kan trouveront un moyen de survivre. Mais c'était purement de l'espoir, car Danzou et Kan savent qu'ils vont mourir ici. Cependant, ils ne regrettent pas leur décision. Mourir pour protéger ses amis est le plus grand honneur pour un guerrier. Sina dit à Kurt qu'ils doivent bouger. Elle disperse de la mousse luminescente pour chercher une sortie, mais horrifiée, elle découvre que ce n'est pas une simple salle secrète, mais une salle de boss, et ils sont maintenant piégés avec un dragon de fer. Pendant ce temps, en ville, Liselott veut revoir Kurt et demande à Yulichia de l'emmener à son auberge. Après que Yulichia a crocheté la serrure, elles entrent dans la chambre de Kurt, mais à leur surprise, il n'est pas là. Soudain, une voix leur dit que s'ils cherchent Kurt, il est parti en mission dans les grottes du Nord-Est. Yulichia ne sait pas qui parle et se précipite dehors pour confronter cette personne, mais Bandana a déjà disparu. Elle est confuse, mais Kurt est vraiment dans les grottes du Nord-Est, et il pourrait être en grave danger. D'après Yulichia, un programme d'entraînement pour tuer des gobelins a récemment eu lieu près de ces grottes, et certains survivants ont peut-être établi un nid dans cette grotte. Yulichia dit à Liselott d'attendre ici car elle va aider Kurt, mais Liselott veut venir aussi. Yulichia ne pense pas que ce soit une bonne idée, car traîner une princesse dans une grotte pleine de monstres n'est pas vraiment sûr, mais Liselott s'entraîne à la magie depuis qu'elle est enfant, et elle est sûre de pouvoir se défendre. De plus, Yulichia est censée la garder, il serait imprudent de la laisser seule. Yulichia finit par accepter et elle se dirige vers la grotte. Grâce à la mousse fraîche sur les murs, elles savent que quelqu'un est passé récemment. Liselott lance un sort de renforcement sensoriel, et Yulichia pense qu'elle va écouter des signes de Kurt, mais Liselott se met à quatre pattes et renifle pour le trouver. Elle n'a été avec lui que 10 minutes, mais c'était suffisant pour mémoriser son odeur. Après avoir reniflé un peu, elle repère l'odeur de Kurt. Elle entend aussi un combat dans ce couloir et alerte Yulichia, lui donnant un boost de stats pour qu'elle puisse aider. Danzou et Kan se battent depuis un moment contre les gobelins, mais ils ne tiendront pas longtemps à ce rythme. Heureusement, avant que l'un d'entre eux ne soit mortellement blessé, Yulichia s'élance et abat tous les gobelins d'un seul coup. Pendant ce temps, dans la pièce secrète, Sina tombe à genoux, vaincue, car elle ne peut pas se battre contre un golem dragon. Elle s'excuse auprès de Kurt de l'avoir entraîné dans ce pétrin, car ils vont tous les deux mourir ici, mais Kurt lui dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il a déjà eu affaire à des tonnes de choses de ce genre auparavant. Il commence à marcher vers le dragon, et juste au moment où il est sur le point de le frapper, il saute en l'air et atterrit sur sa queue. Kurt utilise alors sa dague, et d'un léger coup, coupe toute la queue du dragon. Il fait de même avec tous les membres du dragon, et Sina a du mal à croire que le type qui n'a pas pu tuer un Slim arrive à vaincre un dragon aussi facilement. Elle est vraiment effrayée à ce stade, mais Kurt ne comprend pas pourquoi puisqu'il est normal pour lui de miner des golems. À ce moment-là, Yulichia se précipite dans la pièce secrète pour voir si Kurt va bien, et elle le trouve devant une pile de pièces de golem dragon. Kurt est heureux de la voir ici et lui demande de sauver ses amis, car Danzou et Kan sont peut-être encore en danger. Mais Yulichia lui dit qu'elle a déjà sauvé ces deux-là, et que même s'ils sont un peu blessés, ils s'en sortiront. Maintenant que tout le monde est en sécurité, ils se retrouvent tous dans la pièce secrète pour discuter de certaines choses. Tout d'abord,
Quand et Danzu remercient Yulichia de les avoir sauvés car ils seraient morts sans son aide, mais Yulichia leur dit qu'ils n'ont pas à s'inquiéter. Plus important encore, elle a quelque chose à dire à Kurt, et pendant qu'il emporte certaines parties du dragon, elle l'informe qu'elle ouvre un nouvel atelier. Elle lui demande s'il aimerait en faire partie, mais Kurt ne pense pas pouvoir le faire puisqu'il travaille actuellement au sein de ce groupe. Cependant, Quand lui dit qu'il n'a pas à s'inquiéter pour leur groupe. L'offre de Yulichia est une grande opportunité, il encourage donc Kurt à l'accepter, et puisque Quand et les autres sont d'accord, Kurt accepte l'offre. Yulichia mentionne également qu'elle a besoin d'engager quelques aventuriers pour protéger la boutique de l'atelier. Elle demande donc à Quand et aux autres s'ils seraient prêts à jouer ce rôle, et ils répondent qu'ils en seraient ravis. Et comme c'est une très bonne nouvelle, Quand propose de former un groupe une fois de retour en ville. En parlant de ville, Yulichia rappelle à Kurt qu'il doit faire évaluer ses capacités une fois de retour à l'agence, car elle a trouvé quelqu'un pour le faire à sa place. Quelques heures plus tard, Kurt arrive à l'agence et est présenté à Mimiko. Elle lui dit qu'elle est une mage de la cour royale et qu'elle a beaucoup entendu parler de ses compétences impressionnantes, c'est pourquoi elle est ici pour évaluer ses compétences hors combat. Une fois l'évaluation terminée, Mimiko dit à Kurt que toutes ses compétences hors combat sont de rang B, mais c'est un mensonge. D'après ce qu'elle a lu, toutes les compétences de Kurt sont de triple rang S, et sa réserve de mana est plus grande que tout ce qu'elle a pu voir auparavant. Elle est heureuse que ce soit elle qui ait effectué le test d'aptitude, car ce serait un désastre national si quelqu'un découvrait la force réelle de Kurt. En fait, il devrait probablement tuer les témoins sur place, ce qui n'est pas une bonne nouvelle pour Kirchell puisqu'elle vient d'entendre toute l'histoire. Le lendemain, le groupe se dirige immédiatement vers la ville où l'atelier de l'atelier va être installé, mais Yulichia n'a jamais précisé qui serait le nouveau maître de l'atelier, donc Quand est excité de rencontrer cette personne. Yulichia ne peut pas non plus lui dire la vérité, alors elle commence à inventer des excuses sur le champ. À présent, Sena a déjà compris qu'Yulichia n'a pas engagé leur groupe par bonté, et elle a commencé à agir bizarrement lorsque Quand a posé des questions sur le maître de l'atelier, donc Sena devient très méfiante. Alors qu'ils approchent de la ville, Kurt réalise qu'il s'agit de la même ville dont il a réparé le mur, et il a toujours l'impression que le margrave l'a licencié pour être un mauvais travailleur, donc il est nerveux à l'idée d'être de retour ici. Yulichia finit par conduire tout le monde à l'emplacement du nouvel atelier, mais appeler cela un « atelier » n'a aucun sens car il s'agit clairement d'un terrain vide. Quand lui dit qu'ils ne peuvent rien faire avec un terrain vide, et Yulichia en est bien consciente, alors elle leur dit qu'ils vont simplement attendre dans une auberge jusqu'à ce que Kurt ait fini de construire l'atelier. Elle demande à Kurt s'il peut terminer avant la fin de la journée, mais même pour Kurt, construire un atelier entier en une journée est totalement déraisonnable, bien qu'il puisse probablement le finir en 3 jours. Yulichia lui dit qu'il peut prendre tout le temps qu'il veut car elle ne veut pas le presser, et s'il a besoin de matériaux supplémentaires pour l'atelier, il devrait se sentir libre de lui demander. Kurt est heureux d'entendre cela car il a déjà une liste d'articles en tête, alors il les écrit et demande à Yulichia de les lui procurer. Les articles sur la liste sont des choses comme de l'améthyste et des plumes de griffon, donc Sena se demande pourquoi Kurt aurait besoin de cela s'il va juste construire un atelier. Mais Yulichia sait qu'il ne faut pas le remettre en question, alors elle dit simplement qu'elle fera de son mieux pour lui obtenir les articles, bien que cela prendra un certain temps pour les rassembler, donc Kurt devra attendre 2 jours, et cela lui convient parfaitement. Sena ne peut toujours pas se débarrasser de son intuition que quelque chose ne va pas ici, et Yulichia commence à remarquer sa méfiance, mais elles agissent toutes les deux comme si de rien n'était pour l'instant. Yulichia dit à tout le monde de se rendre immédiatement à l'auberge pour que Kurt puisse travailler en paix, mais avant de partir, elle rappelle à Kurt qu'il doit s'assurer de se reposer et de manger correctement. Alors elle lui fait promettre de revenir à l'auberge avant la nuit. Pendant ce temps, une fois que les autres arrivent à l'auberge, Yulichia les fait tous s'asseoir car elle a quelque chose d'important à dire. Jusqu'à présent, Quand et Danzo ont pensé que Kurt était juste une personne ordinaire, mais Yulichia ne peut pas garder la réalité secrète éternellement, surtout depuis que Sena a déjà vu certaines des choses folles dont Kurt est capable. Sena demande à Yulichia d'expliquer qui est Kurt, mais avant cela, Yulichia veut se présenter correctement. Elle sort son blason de la famille royale et dit qu'elle est une aventurière travaillant pour la famille royale, et la dame assise en face d'eux est Lise, la 3e princesse du royaume. Les 3 sont tous choqués d'entendre cela, et Quand a l'impression qu'il devrait se lever pour la saluer correctement, mais Lise lui dit que ce ne sera pas nécessaire. Elle cache actuellement son identité, donc elle leur demande de continuer à la traiter comme une fille ordinaire. Comme Lise est la 3e princesse, Sena demande si cela signifie que Kurt est aussi de la royauté, mais Yulichia l'informe qu'il est une personne ordinaire, enfin, peut-être pas ordinaire, mais il n'est pas noble. La vérité est qu'Yulichia n'a toujours aucune idée de qui est Kurt, mais elle sait que toutes ses compétences de combat sont de rang G, mais littéralement toutes les autres compétences qu'il possède sont de rang triple S. Les 3 sont sans voix en entendant cela car les compétences de rang triple S sont pratiquement une légende urbaine, mais compte tenu des capacités de Kurt, cela a du sens.
Yulichia dit que le véritable niveau de compétence de Kurt est actuellement une information confidentielle, donc aucun d'entre eux n'est autorisé à en parler. Même Kurt n'est pas au courant de son niveau de compétence, car Yulichia et Mimiko ont menti et lui ont dit qu'il n'était que de rang B. En fait, le nouveau maître de l'atelier sera Kurt, mais Yulichia n'a pas l'intention de dire la vérité à Kurt. Sena se lève dans un accès de rage et crie sur Yulichia, car elle ne comprend pas pourquoi elle mentirait ainsi à Kurt. Yulichia dit que Kurt ne la croirait probablement pas même si elle lui disait, mais, avec tout le respect dû, c'est une raison stupide. Yulichia essaie de se justifier en disant qu'elle essaie juste de protéger Kurt car si la nouvelle de ses compétences devenait publique, des gens pourraient essayer de l'exploiter. Mais d'après ce que Sena peut voir, Yulichia est celle qui exploite Kurt en ce moment. Yulichia n'a pas de réponse à cela, alors elle reste silencieuse, et Sena se tourne vers quand car elle ne veut rien avoir à faire avec tout ce désordre d'opération. Après un moment, Danzo demande un peu plus d'informations, donc Lise lui dit qu'il y a quelques jours à peine, Kurt a brisé une malédiction mortelle qui avait été placée sur elle, et il l'a fait avec un bol de porridge. Quelqu'un en veut actuellement à la vie de Lise, c'est pourquoi tout ce stratagème de maître d'atelier a été concocté en premier lieu. Le plan est d'attirer les assassins et de trouver la personne derrière tout cela, mais encore une fois, Kurt ne sait rien de tout cela. Cela peut sembler égoïste d'entraîner Kurt dans leur plan sans lui en parler, mais Lise et Yulichia tiennent vraiment à lui, donc elles ne voudraient jamais que quelque chose de mal lui arrive. Lise leur demande s'ils seraient prêts à garder le secret et à unir leurs forces avec elle pour assurer la sécurité de Kurt. En tant qu'aventurier, Danzo dit qu'ils n'ont aucune obligation d'obéir aux ordres d'un royal, mais Kurt est leur ami, donc ils feront tout pour le protéger. Kan ressent la même chose, et Lise est heureuse d'entendre qu'ils sont partants, mais Sena pense qu'ils vont un peu trop loin alors qu'ils ne connaissent Kurt que depuis 2 jours maintenant. Yulichia comprend ce que ressent Sena car même si elle parle de Kurt comme s'il était un vieil ami, la vérité est qu'elle l'a littéralement rencontré la semaine dernière, et elle a encore du mal à croire tout ce qu'elle a vu faire ces derniers jours. Sena dit qu'elle a besoin de faire une promenade pour clarifier ses idées avant de prendre une décision, et pendant qu'elle est dehors, elle commence à se diriger vers le chantier de Kurt car elle pense qu'il devrait connaître la vérité sur sa force. Mais à sa grande surprise, dans les heures qui ont suivi leur départ, Kurt a déjà fini de construire les fondations de l'atelier. Elle lui demande s'il a vraiment fait tout cela lui-même, et Kurt le confirme. Il pense que c'est normal puisque Yulichia lui a dit qu'il était de rang B, mais aucun travailleur de rang B n'aurait pu accomplir cela. La compréhension de Kurt des rangs est totalement faussée maintenant, et cela n'aide pas que construire une 12aine de maisons en une journée était assez normal pour les gens de son village, donc du point de vue de Kurt, il va beaucoup plus lentement qu'il ne le devrait. Sena ne pense toujours pas qu'il soit juste qu'Yulichia utilise Kurt pour construire l'atelier, alors elle lui demande s'il est contrarié d'avoir tout ce travail sur les épaules. Cependant, Kurt lui dit qu'il n'a aucune raison d'être contrarié car il aime vraiment faire cela. À l'époque où il faisait partie du groupe de héros, il l'appelait toujours inutile et l'ont même expulsé, mais ici, tout le monde reconnaît à quel point il est utile, et c'est plus qu'il ne pourrait jamais demander. Pendant ce temps, Danzo est sur la place de la ville car il doit rencontrer un informateur important qui ressemble beaucoup à Bandana. Vous vous souvenez que le groupe de Danzo n'a engagé Kurt que parce que leur porteur était malade ? Eh bien, il s'avère que le porteur, Bibono, était en fait un espion qui a rejoint le groupe de Danzo dans le seul but de le détruire de l'intérieur. Il a apparemment été engagé par un groupe d'aventuriers rivaux qui étaient jaloux de la réussite du groupe de Danzo. Bandana avait déjà retrouvé Bibono et fourni des instructions détaillées pour le trouver, donc Danzo est libre d'utiliser ces informations comme il l'entend. Danzo la paie alors pour un travail bien fait, et plus tard dans la nuit, il se dirige vers une taverne. À l'une des tables, il y a un crâne d'huile, et il est actuellement en train de bouder parce que non seulement la serveuse l'a regardé avec dégoût après qu'il ait essayé de la toucher, mais son plan pour tuer le groupe de Danzo a également complètement échoué. Cependant, il a déjà un nouveau plan prêt car il a reçu des nouvelles que le groupe de Danzo travaille dans un atelier qui a des liens avec la 3e princesse, donc s'il les cible, il peut certainement gagner beaucoup d'argent. Danzo prend alors la parole et lui demande s'il apprécie son dernier verre, et dès que Bibono réalise que c'est Danzo, il panique et commence à s'enfuir. Bibono sprinte dans la ruelle, mais il finit par trébucher sur un fil bien placé, donc il tombe au sol tandis que Danzo s'approche lentement. Danzo avait initialement ignoré le comportement étrange de Bibono lorsqu'il s'était déclaré malade pour cette mission minière, mais maintenant Danzo est sûr que tout cela était un piège. Bibono essaie de prétendre qu'il n'a aucune idée de ce dont Danzo parle, mais il est bien trop tard pour cela, donc Danzo sort son épée et frappe le cou de Bibono, mais à la dernière seconde, il décide de le laisser vivre. Il préfère ne pas avoir de sang sur les mains à cause de cela, donc il avertit Bibono de rester loin de lui et de ses amis, sinon, la prochaine fois, il ne sera pas aussi clément. Danzo s'éloigne alors, et derrière un coin, nous voyons Bandana qui regarde toute la scène. Elle est déçue que Danzo n'ait pas fini Bibono car il sera probablement un problème à l'avenir, donc maintenant elle doit s'en occuper personnellement. Cependant,
Avant qu'elle ne puisse faire quoi que ce soit, 2 hommes encapuchonnés apparaissent soudainement et commencent à emporter Bibono. Bandana les reconnaît comme des membres de l'escadron fantôme, qui opèrent directement sous les ordres de Mimiko. Elle se demande pourquoi une mage de la cour royale serait impliquée dans une affaire comme celle-ci, mais ensuite elle reçoit une lettre de son corbeau messager, c'est de son supérieur, et cela lui dit d'éviter de trop interférer car cette affaire relève de la juridiction de Marlefils. Encore une fois, Bandana est déçue, mais elle a des ordres clairs de laisser l'opération de Marlefils tranquille, et comme il n'y a plus rien à faire ici, il est temps pour elle de retourner dans la ville natale de Kurt. Mais en parlant de Marlefils, les choses ne s'annoncent pas bien pour elle car elle a été capturée et est actuellement retenue dans un cercle magique. De retour en ville, Danzo et Kan se réveillent le lendemain matin, et ils sont tous les deux extrêmement choqués lorsqu'ils voient l'atelier que Kurt a réussi à construire. Il a même eu le temps d'installer des arbres et des haies, et je n'ai aucune idée de comment il a fait pour les faire pousser en une seule journée. Mais pendant que les autres sont stupéfaits, Liz est occupée à fantasmer sur le fait de se marier avec Kurt et de vivre ici avec lui pour le reste de sa vie. Juste à ce moment-là, Kurt sort pour saluer tout le monde et les invite à entrer. Il leur fait une petite visite de la maison, y compris l'entrée principale, les 2 sous-sols et le système de purification d'eau qu'il a créé avec des gemmes magiques. Il a également fait des chambres pour tout le monde et une pièce spéciale pour le maître de l'atelier, mais en parlant de cela, Yulichia ne lui a toujours pas dit qui sera le maître de l'atelier. Elle ne veut toujours pas dire à Kurt qu'il est le maître ici, alors elle invente une excuse sur le fait que le maître de l'atelier est occupé et essaie ensuite de changer de sujet en demandant à Kurt où est sa chambre. Mais l'estime de soi de Kurt est si basse qu'il ne pense pas mériter une chambre puisque tout ce pourquoi il est bon, c'est faire des corvées. Il avait prévu de simplement dormir dans un placard à balai, mais tout le monde refuse immédiatement que cela se produise. Ils disent à Kurt d'utiliser simplement la chambre qu'il a faite pour le maître de l'atelier puisque personne ne l'utilise pour l'instant, mais il leur faut 2 heures entières pour le convaincre d'accepter. En aparté, Yulichia demande à Kurt s'il peut installer une barrière autour de la maison pour repousser les malédictions, mais Kurt n'a jamais essayé de faire une barrière auparavant, donc il n'est pas sûr de pouvoir le faire. Dans ce cas, Yulichia va devoir se contenter des sorts de barrières que Mimiko a préparés à l'avance, donc elle passe toute la nuit à les installer autour de la maison. Le dernier seau doit être placé directement devant la chambre de Liz, donc Yulichia s'y rend pour l'accrocher, mais lorsque Liz entend des pas devant sa porte, elle pense que Kurt essaie de se faufiler dans sa chambre, donc elle se précipite pour l'accueillir à bras ouverts. Mais quand elle voit Yulichia, elle est vraiment déçue car elle avait hâte de passer la nuit au lit avec Kurt. Yulichia lui dit d'arrêter de penser à des choses bizarres et avertit Liz de ne pas profiter de l'innocence de Kurt car, avec son désespoir d'être utile, si elle lui demandait de la tirer en arrière, il le ferait probablement. Le lendemain matin, Kurt prépare le petit déjeuner pour tout le monde lorsque Liz sort en ne portant rien d'autre qu'un tablier. Yulichia lui crie dessus pour avoir essayé de corrompre Kurt, mais Liz dit que c'est bon car elle porte en fait des vêtements en dessous. Quoi qu'il en soit, une fois le petit déjeuner prêt, tout le monde s'assoit pour manger, et ils aiment tous la nourriture que Kurt a préparée, mais en parlant de Kurt, Yulichia demande pourquoi il n'est pas là avec eux. Liz se souvient avoir entendu Kurt dire qu'il voulait faire un peu de ménage, car quelqu'un a dessiné des graffitis sur les murs du manoir. Yulichia réalise immédiatement qu'il parlait probablement des sorts de barrières qu'elle a installés, et normalement, il ne devrait pas être possible de les essuyer avec un chiffon, mais c'est de Kurt dont on parle, donc elle se précipite pour l'arrêter. Malheureusement, elle est trop tard car Kurt a déjà essuyé tous les sorts de barrières, et il pense toujours que c'était juste des graffitis ordinaires puisque Yulichia ne lui a jamais parlé de la tentative d'assassinat par malédiction sur Liz. Maintenant, Liz est complètement vulnérable aux malédictions à nouveau, et Mimiko n'est pas là pour faire de nouveaux sorts de barrières, donc Yulichia ne sait pas quoi faire. Pendant ce temps, Marlefils est convoqué par l'évêque de l'église, et dès qu'elle le rencontre, il lui annonce qu'elle est excommuniée. Marlefils n'en revient pas et demande pourquoi cela arrive. Alors l'évêque explique qu'il y a beaucoup de preuves, ainsi que des plaintes, que le groupe du Dragon Flamboyant est violent et destructeur. En fait, l'évêque a récemment appris que Golnova est actuellement un criminel recherché, donc l'Église ne veut plus être associée à Marlefils. Marlefils tente de faire appel à la décision, disant qu'elle n'a personnellement rien fait de mal, à part cette fois où elle a électrocuté un serveur au salaire minimum avec de la magie de foudre niveau 500 raisons. Mais pour sa défense, elle n'aimait pas la nourriture qu'il servait, donc le serveur méritait totalement d'être électrocuté à mort. Cette excuse ne fonctionnera certainement pas en cours, mais l'évêque n'est pas non plus une bonne personne, alors il dit à Marlefils qu'il est prêt à ignorer ses péchés triviaux et peut-être même lui accorder le rang de prêtresse si elle fait une chose pour lui. Dès que Marlefils entend qu'elle pourrait être promue prêtresse, ses yeux s'illuminent d'excitation, alors elle est prête à faire tout ce que l'évêque lui demande, même si cela signifie se mettre à genoux pour autre chose que des prières. La première chose que fait l'évêque est de verser un verre de vin et de demander à Marlefils d'en boire, mais les choses prennent une tournure complètement différente de ce qu'elle attendait, car l'évêque dit qu'il veut qu'elle aide à assassiner la 3e princesse du royaume. Marlefils n'accepterait normalement jamais une telle chose,
mais ce vin qu'elle vient de boire a placé une malédiction sur elle, donc elle est condamnée à mourir d'une mort douloureuse à moins qu'elle n'accepte d'assassiner la princesse. Sans autre choix, elle jure d'aider l'évêque avec son plan, et ce plan implique de piéger Mar le fils dans un cercle magique avec un démon à proximité. Pendant tout cela, les choses sont encore assez normales dans le manoir de Kurt. Tout le monde profite d'un excellent petit déjeuner, et pour une raison quelconque, Lise n'a subi aucune nouvelle malédiction, malgré le fait que Kurt ait effacé toutes les protections contre les malédictions. Yulichia n'a pas encore pu comprendre pourquoi, mais comme ils ont un accès facile à la cuisine magique de Kurt, cela devrait pouvoir neutraliser toute malédiction placée sur Lise. Quoi qu'il en soit, il ne semble pas qu'elle ait besoin de s'inquiéter pour la sécurité de Lise. Surtout depuis que Mimiko est enfin arrivée en ville, et avec l'aide d'Ophélia, elles ont mis en place un réseau d'informations qui les mènera à quiconque essaie de nuire à Lise. Lise remarque qu'il y a quelque chose de différent dans le gâteau que Kurt a préparé aujourd'hui, alors Kurt explique qu'il a fait avec de la farine de riz au lieu de la farine ordinaire. Lise adore son goût car cela lui rappelle la bouillie de riz que Kurt lui a préparée lors de leur première rencontre, alors elle demande à Kurt s'il peut lui en refaire si elle est de nouveau maudite. Kurt dit qu'il serait heureux de préparer autant de bouillie de riz qu'elle le souhaite, mais Lise n'a pas besoin de s'inquiéter d'être de nouveau maudite. Yulichia est surprise de l'entendre dire cela, alors elle demande à Kurt comment il peut en être si sûr quand il lui a dit qu'il ne pouvait pas faire de barrière anti-malédiction. Kurt confirme qu'il ne peut pas installer de barrière à l'intérieur de la maison, mais c'est simplement parce que tout le manoir agit déjà comme une barrière contre les malédictions. Cela signifie que toute magie liée aux malédictions sera réfléchie, bien que Kurt l'ait un peu modifiée. Par coïncidence, les assassins qui en veulent à Lise ont décidé de lui lancer une autre malédiction, donc le magicien commence le rituel pour sa malédiction ultime. Mais au lieu de fonctionner comme prévu, la malédiction disparaît, et le magicien est alors maudit pour subir un flashbang permanent au visage. Kurt a configuré la barrière pour faire cela, puisqu'il ne voulait pas tuer accidentellement quelqu'un avec une malédiction réfléchie, même s'il le méritait probablement, et c'était une bien meilleure option. Yulichia est une fois de plus émerveillée par le talent de Kurt, et elle est contente que Kurt protège Lise, mais elle doit vraiment aller rejoindre Ophélia et Mimiko pour qu'ils puissent commencer à chercher quiconque brille comme une ampoule. Comme Yulichia va être absente pendant un moment, Kurt s'approche de Lise et lui demande si elle aimerait faire du shopping avec lui. Lise est choquée que Kurt l'invite en fait à un rendez-vous, mais il pensait juste que ce serait bien de se promener dans la ville, surtout puisque Lise n'a pas encore mis les pieds hors du manoir. Lise le remercie pour l'offre, mais compte tenu des circonstances, elle ne peut pas du tout sortir. Pendant ce temps, sur les remparts de la ville, le margrave et son fils s'inquiètent car il semble qu'une horde de monstres se dirige vers la ville. Bien qu'il n'ait probablement pas trop à s'inquiéter, puisque les murs ont été entièrement restaurés et que leur armée est prête à combattre à tout moment. Au même moment, Yulichia, Mimiko et Ophélia viennent de trouver l'ampoule humaine, mais il semble qu'il a été tué par ses compagnons parce que l'emmener avec eux attirait trop l'attention. Malgré tout, Yulichia est surprise que la malédiction de lueur que Kurt a faite reste active même après la mort de la cible. Et s'il est capable de faire quelque chose comme ça en si peu de temps, Ophélia pense qu'il devrait simplement tout expliquer à Kurt et demander son aide, car il pourrait probablement traquer les assassins beaucoup plus vite ainsi. Mais Yulichia dit qu'elle ne veut pas impliquer Kurt, même si elle l'a déjà pas mal impliqué à ce stade. Juste à ce moment, ils entendent les cloches d'alarme retentir dans toute la ville parce que les monstres ont commencé à attaquer. Le margrave ordonne à tous ses soldats de lancer des sorts de lumière pour qu'ils puissent voir les monstres auxquels ils font face, et à son horreur, il voit une horde de squelettes ridiculement grandes avancer lentement vers les murs. Il est impossible que ces hommes puissent en affronter autant à la fois, alors il ordonne à un groupe de soldats de rester ici avec lui pour tenir les squelettes en échec, même si cela leur coûte la vie, tandis que les autres doivent se concentrer sur l'évacuation d'autant de citoyens que possible. Le margrave était tout à fait prêt à se sacrifier pour son peuple, mais à sa surprise, alors que les squelettes atteignaient le mur, ils ont tous soudainement commencé à disparaître. Le margrave ne sait pas ce qui se passe, mais alors il se souvient que cette section du mur a été réparée par Kurt, alors il suppose qu'il doit avoir quelque chose à voir avec ça. Toute l'armée de squelettes finit par disparaître, et nous revenons à Mar le fils, qui est toujours piégé dans un cercle magique. L'évêque a formé un contrat avec ce démon avancé afin de tuer la princesse, et le démon avancé utilise forcément la puissance magique de Mar le fils comme batterie pour invoquer des monstres. Et puisque la première vague a déjà échoué, il prévoit de continuer à invoquer des squelettes jusqu'à ce qu'il ait complètement drainé le mana et la force vitale de Mar le fils. De retour dans la ville, Kurt vient d'entendre parler de l'attaque des monstres, alors il demande à Yulichia s'ils vont bien. Yulichia lui dit que la ville est actuellement entourée de monstres de tous les côtés, et bien que les chevaliers fassent de leur mieux pour élaborer une stratégie de contre-attaque, ils ne peuvent pas faire grand-chose dans l'état actuel des choses. La seule raison pour laquelle la ville tient encore debout est qu'un grand nombre de squelettes ont été purifiés dès qu'ils ont franchi les murs. Kurt leur dit qu'il a enchanté les murs quand il les a réparés, et des choses comme ça étaient assez standards dans son village, donc il est surpris que les gens ici n'aient pas enchanté leurs murs. Cela dit,
Kurt n'a travaillé que sur 2 des 4 murs de la ville, donc si les squelettes finissent par cibler les murs normaux, alors ils les franchiront en un rien de temps. Liz fait la chose intelligente et demande poliment à Kurt s'il ne pourrait pas simplement fabriquer une arme qui peut anéantir tous les squelettes, et Kurt y réfléchit, mais avant qu'il ne puisse, Yulichia l'interrompt soudainement et dit qu'elle doit sortir un moment. Avant de partir, elle rappelle à Kurt et Liz qu'ils n'ont pas le droit de quitter ce manoir pour quelque raison que ce soit. Liz est parfaitement d'accord avec ça puisque cela signifie qu'elle pourra passer du temps seule avec Kurt, alors Yulichia se dirige vers la réserve et prend une boîte pleine de cristaux magiques que Kurt a fabriqués. Avec son arme secrète prête, Yulichia, Ophélia et Mimiko se rendent chez le margrave pour lui expliquer leur plan. Alrad reconnaît Yulichia car ce sont de vieux amis, mais il est surpris de la voir dans sa ville. Yulichia lui dit qu'elle a un plan pour arrêter la horde de squelettes, et puisqu'ils semblent venir de ruines voisines, elle prévoit d'y aller et de détruire leur source d'énergie. Cependant, pour cela, elle a besoin qu'Alrad et ses hommes servent de leur et attirent les squelettes pour qu'elle puisse atteindre les ruines. Alrad lui dit que le plan est bien trop risqué pour qu'il accepte, mais Yulichia l'assure qu'elle est sûre que cela fonctionnera, surtout puisqu'elle a une arme secrète. Elle montre à Alrad un des cristaux magiques que Kurt a fabriqué et l'assure que cette chose a assez de puissance pour raser un bâtiment, donc ce sera plus que suffisant pour détruire les ruines et arrêter la horde de squelettes. Comme Yulichia insiste tant, Alrad accepte de l'aider, mais à la condition qu'elle lui permette de se joindre à elle pour la mission. Yulichia sait qu'Alrad est assez fort pour gérer ça, mais elle lui demande s'il est vraiment sûr de vouloir venir parce que ça va être très dangereux. Alrad refuse de reculer car c'est son devoir d'assurer la sécurité de la ville, et en plus, pendant qu'il est absent, son vice-général, Générique, peut commander les troupes à sa place. Et pendant que les soldats sortent pour distraire les monstres, Mimiko et Ophélia peuvent aider à protéger la ville contre d'autres attaques. Pendant ce temps, de retour au manoir, Kurt vient de finir de balayer le jardin quand il commence à penser à ce que Liz a dit plus tôt à propos de fabriquer une arme. Il se dirige vers la forge qu'il a construite et commence à travailler sur quelque chose. Dans son village, les forgerons étaient toujours capables de créer des armes si incroyables avec facilité, et bien que Kurt n'ait toujours pas beaucoup confiance en ses compétences, il veut être utile à ses amis, alors il va faire tout son possible pour fabriquer une bonne arme. Au même moment, Yulichia et Alrad sont sur le point de partir, mais il y a une horde de monstres bloquant la sortie, alors elle sort un des cristaux magiques et se prépare à l'utiliser. Elle avertit tous les soldats de fermer les yeux, et dès que le cristal touche les monstres, un éclair aveuglant les anéantit tous. Yulichia savait que les cristaux de Kurt étaient puissants, mais elle n'avait aucune idée qu'ils étaient capables de purifier autant de monstres à la fois. Quoi qu'il en soit, cela fonctionne en leur faveur, donc les soldats partent pour retarder la prochaine vague de monstres tandis que Yulichia et Alrad se dirigent vers les ruines. De retour au manoir, Kurt vient de finir de forger la lame, mais après avoir ajouté les touches finales, ses insécurités commencent à le gagner. On lui a dit que ses compétences de forgeron n'étaient que de rang B, donc il ne croit pas qu'une épée fabriquée par lui puisse être assez bonne pour combattre des monstres. Quelques instants plus tard, Liz vient chercher Kurt pour lui demander à propos du dîner, mais alors elle remarque l'épée dans sa main, et elle trouve qu'elle est vraiment jolie. Kurt lui dit qu'elle peut la voir si elle l'aime autant, mais elle doit faire attention car il l'a imprégnée de beaucoup de magie. Liz remercie Kurt pour le cadeau, mais bien que Kurt puisse être inconscient de ses propres compétences, il sait reconnaître un sourire forcé. Il y a clairement quelque chose qui tracasse Liz, et il mentirait s'il disait qu'il ne l'avait pas remarqué avant, alors il demande à Liz si quelqu'un la prend pour cible. Elle est surprise que Kurt ait en fait compris, mais elle admet qu'il a raison et s'excuse pour tous les ennuis qu'elle a causés. Kurt lui dit qu'elle n'a pas besoin de s'excuser, mais Liz se sent vraiment mal parce que tout le monde est en constant danger à cause d'elle. En fait, en ce moment, Yulichia risque sa vie pour Liz. Kurt a peut-être compris que quelqu'un en veut à Liz, mais il n'a toujours aucune idée qu'elle est une princesse ou que la protéger est une question de sécurité nationale. Tout ce qu'il sait, c'est que Yulichia est allée s'occuper de quelque chose dans les ruines voisines, et il se souvient d'une fois où Golnova a tagué ces ruines, donc il pense que Yulichia doit combattre un graffeur qui harcèle Liz. Il est très loin de la vérité avec sa conclusion, mais cela ne change pas le fait que Yulichia se bat pour Liz, et Kurt est complètement impuissant à l'aider car ses stats de combat sont nuls. Il ne supporte pas ce sentiment de ne pas pouvoir défendre ceux qui lui sont chers, et Liz ressent la même chose puisqu'elle n'aime pas que les gens se mettent en danger pour elle. Elle préférerait largement se battre pour se protéger elle-même si elle le pouvait, et puisqu'elle en parle, Kurt suggère qu'ils sortent tous les deux et attrapent le coupable même. Liz est partante pour l'idée, mais elle demande comment ils vont sortir de la ville car elle est complètement entourée de monstres en ce moment. Kurt lui dit que ce n'est pas un problème puisqu'il a ses moyens pour contourner ce genre de problème, et loin sur le champ de bataille, Yulichia a soudain un mauvais pressentiment que Kurt est sur le point de faire encore quelque chose de fou. De retour au manoir, Liz se prépare à partir au combat quand elle réalise qu'elle n'a pas encore testé la lame magique que Kurt lui a donnée. Elle est curieuse de découvrir quel type de magie elle crée, alors elle la brandit au-dessus de sa tête, mais à sa grande surprise, rien ne se passe.
Kurt entre alors dans la pièce pour demander à Lise si elle est prête, et quand elle le regarde, il est clair que l'épée magique a définitivement fait quelque chose. Pendant ce temps, Yulichia et Alrad tentent toujours de se frayer un chemin à travers la horde de zombies. Grâce à l'équipe de diversion, les monstres ici se sont éclaircis, mais il y en a encore beaucoup, et Yulichia a utilisé les cristaux magiques pendant un moment, alors elle est presque à court. C'est alors qu'Alrad se fait poignarder dans le ventre par l'un des monstres, alors Yulichia essaie de l'aider, mais elle est submergée par les monstres et ne pourra pas attraper un cristal à temps pour se sauver. Heureusement, au dernier moment, Khan et les autres arrivent pour la sauver. Ils ont entendu parler de la situation ici, alors dès qu'ils ont terminé leur mission, ils sont revenus aussi vite que possible. Ils finissent par trouver l'endroit d'où viennent tous les monstres, alors Yulichia utilise un des cristaux magiques pour éliminer tous les monstres dans la zone afin qu'ils puissent atteindre l'entrée du bâtiment. Yulichia donne à Alrad un peu de la soupe curative de Kurt pour qu'il se remette de sa blessure, et une fois qu'il est complètement rétabli, elle se prépare à entrer. D'autres monstres commencent à sortir du bâtiment, mais Khan et les autres disent qu'ils s'en occuperont pour que Yulichia et Alrad puissent entrer sans eux. Pendant ce temps, dans les profondeurs des ruines, Marlefils se fait toujours drainer son mana, et à ce rythme, elle est vouée à mourir tôt ou tard, mais le démon s'en moque éperdument. Cependant, il ne se soucie pas du fait que les humains tiennent bon contre les monstres, car ils font beaucoup mieux qu'ils ne l'avaient prévu. Il est particulièrement impressionné par Yulichia et Alrad, puisqu'ils ont déjà pénétré dans les ruines, alors il décide de s'occuper d'eux personnellement. En courant dans les couloirs, Yulichia et Alrad finissent par tomber sur le lieu de génération des zombies, alors elle jette un des cristaux magiques de Kurt, et cela les élimine complètement ainsi que le sort utilisé pour les invoquer. Yulichia est honnêtement surprise que les choses aient si bien fonctionné, mais ce n'est jamais aussi simple, car le démon apparaît devant eux quelques instants plus tard, et maintenant ils doivent le combattre. Yulichia charge et utilise un des cristaux magiques comme arme contre le démon, mais bien que le pouvoir du cristal l'ait touché, cela n'a rien fait car, selon le démon, il a des PV infinis. Alrad n'y croit pas, alors il essaie de trancher le ventre du démon, mais cela n'a aucun effet, la blessure du démon se referme presque instantanément. Mais pas parce que le démon a des PV infinis, c'est parce qu'il utilise le mana de Marlefils pour se soigner, et cela lui en draine beaucoup. Le démon dit à Alrad et Yulichia qu'ils sont plutôt bons comparés à la plupart des humains qu'il a affrontés, mais en fin de compte, ils ne font pas le poids face à lui, et c'est la même chose pour tous leurs amis qui combattent dehors. Ils sont tous si désespérés à protéger la ville, mais ils finiront par mourir sous les coups d'une légion de zombies. Alrad affirme qu'aucun de ces hommes ne perdra face à de simples monstres, mais le démon dit qu'il peut toujours en invoquer plus jusqu'à ce qu'il soit submergé. Même les trois qui combattent à l'extérieur des ruines n'auraient aucune chance contre la prochaine vague que le démon enverra, mais Yulichia et Alrad refusent que cela arrive. Ils attaquent tous les deux en même temps. Yulichia tranche la tête du démon tandis qu'Alrad le poignarde dans le cœur, mais le démon ramasse simplement sa tête et continue à parler. Il dit qu'il massacrera tous les chevaliers et qu'ensuite il s'en prendra à la princesse, mais juste pour s'amuser, il pourrait garder Yulichia et Alrad en vie pour qu'ils voient Lise mourir dans d'atroces souffrances. Yulichia ne veut pas que cela arrive, mais elle ne sait pas quoi faire dans cette situation car aucune de ses attaques ne fonctionne, même les cristaux magiques de Kurt n'ont pas suffi à tuer le démon. Pendant ce temps, Marlefils a accepté son sort car elle a déjà perdu tellement de force qu'elle ne pourrait pas fuir même si elle sortait de ce cercle magique. De plus, à cause de la malédiction que l'évêque a placée sur elle, elle n'a rien mangé depuis des jours, alors elle a plus faim que jamais. Elle aimerait goûter une dernière fois la cuisine de Kurt avant de mourir, et elle commence à avoir des hallucinations car elle jurerait entendre la voix de Kurt en ce moment. Mais ce n'est pas une hallucination, car Kurt et Lise viennent de creuser un passage jusqu'à la chambre. Marlefils est aussi surprise de voir Kurt ici, encore plus qu'il ait amené la princesse avec lui. Elle pense que Kurt a dû comprendre qu'elle est impliquée dans le complot pour assassiner Lise, alors il a amené la princesse ici pour qu'elle en soit témoin, mais Kurt n'avait aucune idée que Marlefils était là avant d'arriver. Kurt demande à Marlefils si c'est elle qui a pris Lise pour cible, mais Marlefils explique qu'elle a été excommuniée de l'église et piégée ici par l'évêque Tristan. Kurt et Lise ont entendu ce qu'elle a dit, mais ils sont sur deux longueurs d'onde complètement différentes. Lise réalise que Tristan doit être derrière toutes les tentatives d'assassinat contre elle, tandis que Kurt pense que Marlefils doit dessiner des graffitis partout parce qu'elle est frustrée d'avoir été excommuniée. Marlefils n'a aucune idée de ce dont parle Kurt, et Lise non plus, mais elle soutient tout ce que dit Kurt, que ça ait du sens ou non. Kurt demande à Marlefils si elle sait où est Yulichia, et Marlefils ne sait pas qui est Yulichia, mais elle se souvient d'avoir vu deux aventuriers en chemin ici, alors ils doivent être à l'étage supérieur. Kurt la remercie pour les indications et se tourne pour aller trouver Yulichia, tout à fait prêt à laisser Marlefils derrière lui car il pense que le cercle magique n'est qu'un graffiti. Cependant, Lise lui demande de l'aider à nettoyer le cercle magique pendant qu'elle part à la recherche de Yulichia. Kurt essaie de l'arrêter car ce serait dangereux pour elle d'y aller seule, mais elle lui rappelle qu'il lui a donné une épée magique, alors elle sera en sécurité seule. Kurt finit par accepter de la laisser partir,
et pendant que Lise est partie, il parvient d'une manière ou d'une autre à trouver une serpillière et un seau et se prépare à nettoyer. Marle-Fils pense qu'il est fou car il est impossible de détruire un cercle magique avec de l'eau ordinaire et une serpillière, mais Kurt est trop stupide pour comprendre ce qu'impossible signifie, alors il efface le cercle magique sans effort. Dès que le cercle magique est brisé, le démon réalise que son approvisionnement en mana a été coupé, alors il ne peut plus se permettre de prendre des coups et esquive les attaques de Yulichia et Alrad. Aucun des deux ne sait ce qui se passe, mais le fait que le démon ait esquivé leurs attaques signifie qu'il doit avoir peur de se faire mal maintenant. Yulichia attrape le dernier cristal magique dans son sac pour enfin le vaincre, mais le démon le lui arrache des mains avant qu'elle ne puisse l'utiliser, et sans ce cristal, leurs chances de gagner sont minces. Le démon s'apprête à commencer à prendre le combat au sérieux, mais tout à coup, Lise apparaît et appelle Yulichia. Lise a été la cible du démon depuis le début, alors il la poignarde à mort dès qu'il la voit et se moque de sa stupidité d'être venu ici seul. Cependant, à sa grande surprise, le corps de Lise se désintègre en papillon, et elle révèle que ce n'était qu'un clone. Le démon n'y croit pas car il aurait juré avoir poignardé la vraie Lise, mais ce n'était qu'une illusion créée par l'épée de la confusion. Comme son nom l'indique, elle crée des illusions qui peuvent tromper n'importe qui, que ce soit en montrant un assemblage incohérent de détritus cérébraux ou, dans ce cas, une copie parfaite de Lise. Le démon essaie de tuer Lise plusieurs fois, mais à chaque fois qu'il la touche, ce n'est qu'une illusion. Et pendant que le démon était occupé avec toutes les illusions, la vraie Lise a réussi à atteindre le cristal magique que Yulichia avait laissé tomber. Elle le brise alors, et l'éclat d'énergie qui en résulte anéantit le démon. Et comme le démon était celui qui avait invoqué tous les zombies, maintenant qu'il est parti, tous les monstres disparaissent aussi. La crise est enfin terminée, et tout le monde en ville peut se reposer en sachant qu'ils sont en sécurité, mais Yulichia est furieuse contre Lise pour s'être mise en danger comme ça. Lise s'excuse d'être venue ici sans permission, mais elle ne voulait pas continuer à se cacher pendant que d'autres se battaient pour elle. Yulichia est toujours en colère, mais elle n'a pas le droit d'en vouloir à Lise car si elle n'était pas arrivée à ce moment-là, ce démon les aurait tués, elle et Alrad. Alrad veut remercier personnellement Lise de l'avoir sauvée, mais elle lui dit que ce n'est pas nécessaire car il s'est battu encore plus qu'elle. Elle le remercie pour tout son dur labeur dans la défense de la ville et promet de le récompenser pour ses actions braves. Pendant ce temps, Kurt vient de finir d'effacer les derniers restes du cercle magique, mais avec le cercle disparu, la malédiction de Marle-Fils l'empêche toujours de manger, alors tôt ou tard, elle mourra de faim. C'est alors que Kurt lui offre une partie de son déjeuner car il voit qu'elle a faim, et Marle-Fils apprécie le geste, mais si elle mange ça, sa malédiction la forcera à tout vomir. Malgré tout, elle décide de le manger pour profiter une dernière fois du goût de la cuisine de Kurt avant de mourir. Cependant, en prenant une bouchée, elle réalise qu'elle peut le manger normalement, et quelques instants plus tard, la malédiction sur son estomac est dissipée. Il ne faut pas être un génie pour comprendre que la nourriture de Kurt l'a guéri, mais c'est la première fois que Marle-Fils réalise ce dont Kurt est vraiment capable. Elle repense maintenant à tout ce que Kurt faisait pour elle et le reste du Flamin Dragon, et elle comprend enfin que la seule raison pour laquelle leur groupe était fort était parce qu'ils avaient Kurt pour les soutenir. Alors elle s'excuse sincèrement pour la façon dont elle l'a traité. Ne vous méprenez pas, Marle-Fils est toujours une personne horrible, mais au moins elle reconnaît maintenant la force de Kurt, et ça compte pour quelque chose. Bien que ce ne soit pas suffisant pour l'empêcher d'être arrêté car 2 agents de Mimiko arrivent pour appréhender Marle-Fils pour son lien avec ce complot d'assassinat. Marle-Fils appelle Kurt à l'aide, alors Kurt promet de lui rendre visite en prison autant qu'elle le voudra. Après que Marle-Fils a été emmené en prison, Lise vient voir Kurt pour lui demander s'il va bien. Kurt lui dit qu'il va bien, et qu'il est plus inquiet pour Yulichia et les autres qui se battaient, mais Lise l'assure qu'ils vont bien puisqu'ils ont tous bu un peu de la soupe médicinale que Kurt a préparée. Une fois que tout le monde revient du champ de bataille, Kurt les invite tous à un festin au manoir, mais après s'être assis pour manger, tous les soldats restent silencieux et se gavent de nourriture. Kurt commence à s'inquiéter que les soldats se forcent à manger par politesse car ils n'ont pas l'air heureux du tout, mais Alrad lui dit qu'il a tout faux. Ils sont tous silencieux parce que cette nourriture est la meilleure qu'ils aient jamais goûtée, alors ils se concentrent pour manger autant que possible. Kurt est content qu'ils aiment tous sa nourriture, et pendant que tout le monde continue de manger, Lise appelle Alrad pour le présenter officiellement à Kurt. Kurt le reconnaît comme le contremaître du chantier quand il a réparé les murs de la ville, mais Lise l'informe qu'Alrad est aussi chargé de gouverner la ville et tous ses habitants. C'est alors qu'une série de feux d'artifice éclate, et tout le monde est émerveillé par le spectacle. Kurt explique qu'il a pensé que ce serait bien d'avoir un spectacle avec la nourriture, alors il a préparé des feux d'artifice à l'avance. Mais en parlant de nourriture, Alrad mentionne que toutes ses blessures ont soudainement guéri après avoir mangé. Mais Kurt ne comprend pas pourquoi c'est si spécial car dans son village, il était normal de guérir après un bon repas. Il y a 10 ans, lorsque Kurt vivait encore dans son village natal de Hast, un marchand venait y faire des affaires. Pour diverses raisons, les gens n'ont pas l'habitude de se rendre à Hast,
et Kurt n'a donc que rarement l'occasion de rencontrer de nouvelles personnes. Il se trouve que le marchand a une fille d'à peu près son âge, et il veut donc lui parler. Il s'approche d'Hildegard et tente d'engager la conversation, mais elle l'ignore complètement et continue à sculpter son bois. Kurt continue d'essayer et complimente même ses jolies cornes, mais rien ne suffit à attirer son attention, si bien que Kurt est au bord des larmes. Hildegard se sent mal à l'aise, elle s'excuse et dit à Kurt que son père lui a dit de ne pas parler aux villageois de Hast parce que, selon lui, ils sont bizarres. Mais Kurt ne lui semble pas bizarre, alors elle aimerait bien jouer avec lui. Kurt est ravi d'avoir enfin un nouvel ami, et tous deux s'entendent très bien. Ils finissent par faire un tour de Gollum dans la forêt pour que Kurt puisse montrer de jolies fleurs à Hildegard. Hildegard est très enthousiaste et, une fois descendue du Gollum, elle court devant Kurt. Elle aperçoit alors des baies colorées qui poussent à proximité et, contre toute attente, en attrape une poignée et les mange sans savoir ce que c'est. Quelques secondes plus tard, elle se rend compte que quelque chose ne va pas avec les baies, mais il est déjà trop tard, les baies sont entrées dans son système, et elle tombe sur le sol, inconsciente. Kurt se précipite sur elle et reconnaît immédiatement les baies violettes empoisonnées qu'il dit à manger, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne meure du poison. Heureusement, Kurt sait comment préparer un remède. Il attrape donc une fleur à proximité et commence à préparer le médicament. Cependant, dans l'état actuel d'Hildi, il est impossible qu'elle puisse le boire seule. Kurt met donc le médicament dans sa bouche et s'apprête à le lui donner lui-même. Retour au présent, Yulichia réveille Kurt car ils approchent du village qui a demandé leur aide. Le chef du village dit qu'ils sont sur le point de mourir de soif car leurs réserves d'eau sont pratiquement épuisées. Il dit qu'ils ne survivront pas une semaine de plus, mais d'après la carte que Yulichia possède, le village voisin devrait avoir un grand aqueduc sur ses terres, alors elle dit au chef de demander au village B de partager un peu de son eau avec eux. Mais le chef dit qu'il a déjà essayé et que le chef du village B a refusé de leur donner de l'eau. C'est pourquoi il a appelé Yulichia, espérant qu'avec son lien avec le nouvel atelier, elle pourrait forcer le village B à partager leur eau. Yulichia n'aime pas l'idée de forcer les gens à faire des choses, mais elle accepte d'aller au village B pour voir si elle peut négocier un accord sur l'eau avec eux. Elle retourne ensuite voir les autres pour les tenir au courant de l'évolution de la situation, mais tout le monde est déjà parti, à l'exception de Danzo. Yulichia lui demande où sont allés les autres, et Danzo lui explique qu'ils sont allés au sommet de la colline pour observer des oiseaux. S'ils sont partis s'amuser, Yulichia n'a pas l'intention de les ennuyer avec des négociations, alors elle monte sur un cheval et commence à se diriger vers le village B. Cependant, à son grand étonnement, la chef du village B lui apprend que l'aqueduc est également vide et elle supplie Yulichia de l'aider, car ces villageois mourront bientôt de soif à ce rythme. Yulichia ne sait pas quoi faire, car si toutes les réserves d'eau sont vides, il ne reste plus qu'à prier pour qu'il pleuve. C'est alors que deux villageois arrivent en courant, car ils ont des nouvelles urgentes concernant la colline. Yulichia sait que c'est là que Kurt et les autres jouaient. Elle se précipite donc pour voir ce qui se passe, et à sa grande surprise, elle découvre qu'un lac entier se trouve là. Elle est vraiment confuse, car pourquoi les villages A et B se plaignent-ils d'une pénurie d'eau alors qu'il y a un lac juste là? Mekan et Sena expliquent à Yulichia que le lac n'était pas là il y a quelques minutes. C'est alors que Kurt arrive en courant, et elle l'a suffisamment côtoyé pour savoir qu'il doit avoir quelque chose à voir avec tout ça. Au départ, Kurt était juste là pour observer les oiseaux, mais il a remarqué que les oiseaux semblaient avoir soif, alors il a décidé de leur donner de l'eau et a creusé dans un aquifère pour créer ce lac. C'est simple. Mais assez parlé de lui, il veut savoir si Yulichia a fini d'aider le chef du village, mais avant qu'elle ne puisse répondre, les chefs des villages A et B commencent à remercier Yulichia parce qu'ils croient que c'est elle qui a créé le lac. Yulichia essaie d'expliquer qu'elle n'a rien fait, mais les deux chefs sont trop occupés à être reconnaissants pour l'écouter. En guise de remerciement, les chefs de village donnent à Yulichia et aux autres un panier d'œufs à emporter chez eux, et Kurt pense déjà à tous les plats extraordinaires qu'il pourra préparer pour tout le monde. Cependant, Lise n'est pas à la maison pour le moment, car elle doit accompagner Alrad pour faire un rapport sur l'attaque des monstres au seigneur Técon. Dans le palais de Técon, après avoir invité Lise et Alrad à entrer, il s'assoit pour prendre le thé avec elle. Técon a une autorité égale à celle d'un duc, mais ce n'est un secret pour personne qu'une grande partie de son pouvoir provient de ses relations. C'est pourquoi il s'efforce de plaire à Lise, car il veut renforcer ses liens avec la famille royale, mais Lise a déjà perçu sa fausse gentillesse. Técon mentionne qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles, pendant la bataille, il y avait des cristaux magiques spéciaux assez puissants pour éliminer tous les monstres dans un rayon de 500 mètres, et c'est vrai. Mais Lise lui explique que les cristaux n'étaient pas vraiment puissants. Elle essaie de cacher les compétences de Kurt pour que Técon n'ait pas l'idée de l'utiliser à des fins personnelles. Elle a déjà prévu de faire échouer toutes les tentatives de Técon pour rencontrer le maître de l'atelier, mais elle est complètement abasourdie lorsque Técon lui dit qu'il envisage de nommer le maître de l'atelier vice-roi de la ville. Lise comprend que si Kurt est nommé vice-roi de la ville, il devra faire une apparition publique. Mais pour l'instant,
Kurt ne sait même pas qu'il est le maître de l'atelier, alors lui expliquer tout cela serait difficile. Lise tente de s'en sortir en disant qu'elle ne peut pas prendre de décision au nom du maître de l'atelier. Técon trouve que c'est de la foutaise, car elle est littéralement ici au nom du maître de l'atelier, et elle devrait donc être en mesure de donner une réponse. De plus, Técon est sûr que les chevaliers seraient heureux d'avoir le maître de l'atelier comme nouveau chef de leur ville, et en tant que capitaine des chevaliers et chef par intérim, Técon se tourne vers Alrad pour obtenir son approbation. Lise commence à paniquer car Alrad ne sait pas que Kurt est le maître de l'atelier, et s'il approuve la nouvelle nomination, elle ne pourra plus se défiler. Elle prie silencieusement Alrad de reporter sa décision, mais ce dernier déclare avec enthousiasme qu'il accueillerait volontiers le maître de l'atelier comme nouveau vice-roi de la ville. Lise tente désespérément de faire marche arrière, mais Técon lui demande alors si elle pense que le maître d'atelier est trop incompétent pour diriger une ville, et son amour pour Kurt prend le dessus. À partir de là, elle commence à dire que le maître de l'atelier est la personne la plus compétente de la planète et qu'il serait facile pour lui de diriger la ville. Quelques instants plus tard, Lise se rend compte qu'elle s'est trompée car elle vient d'accepter que Kurt devienne le nouveau vice-roi de la ville, et elle ne sait plus quoi faire. Elle rencontre ensuite Yulichia pour lui expliquer tout ce qui s'est passé, et il ne sera pas facile d'arranger les choses. Yulichia demande s'ils peuvent simplement trouver quelqu'un pour faire semblant d'être le maître de l'atelier, mais Lise ne pense pas que ce soit possible parce qu'aucune personne au hasard n'aurait assez de compétences pour faire ce que Kurt fait. En parlant de Kurt, Lise ne l'a pas vu de la journée et demande à Yulichia si elle sait où il est. Yulichia dit à Lise que Kurt est occupé à élever un enfant, et Lise commence à paniquer parce qu'elle ne savait pas que Kurt avait un enfant. Elle est également déçue de ne pas être la mère de l'enfant de Kurt, et elle commence immédiatement à faire des plans pour adopter l'enfant comme le sien. Cependant, Yulichia lui explique qu'elle a mal compris la situation. Apparemment, l'un des œufs qu'ils ont récupérés au village était fertile, et Kurt a donc décidé de s'en occuper jusqu'à ce qu'ils éclosent. Mais connaissant Kurt, elle ne serait pas surprise qu'il élève une poule qui pond des œufs d'or. À ce moment-là, Kurt appelle Yulichia et lui dit que son œuf vient d'éclore, mais quand elle va vérifier, elle est choquée de voir que Kurt s'est en quelque sorte fait une fille. Il y a beaucoup à dire, mais en gros, Kurt s'occupait de l'œuf, et finalement, cette petite fille est sortie, et elle appelle déjà Kurt « papa », donc il est pratiquement son père maintenant, et Kurt semble assez heureux de cela. Mais Yulichia n'est pas du même avis. Elle fait remarquer que les humains ne sont pas issus d'eux, et que même si Kurt est prêt à l'accepter comme sa fille, il ne peut pas prétendre qu'elle est une personne normale. Il est plus probable qu'elle soit un monstre d'un genre particulier, et le fait qu'elle ressemble à Kurt doit être une sorte de ruse pour l'inciter à baisser sa garde. Kurt comprend ce que Yulichia veut dire et lui demande si elle pense vraiment que sa fille va le tuer. Yulichia ne lui répond pas, mais elle demande à Kurt de lui remettre la fille immédiatement. Kurt lui demande ce qu'elle compte faire d'elle, et Yulichia lui répond carrément qu'elle va la tuer pour le bien de tous. Kurt refuse de se laisser faire et promet qu'il ne laissera pas la fille blesser qui que ce soit, mais Yulichia refuse de l'écouter et l'entraîne hors de ses bras. Cependant, avant que Yulichia ne puisse lui faire quoi que ce soit, le bébé lui attrape le visage et l'appelle « Mama ». Immédiatement, tous les neurones du cerveau de Yulichia s'allument et elle commence à imaginer une vie de famille heureuse avec Kurt. Mais Lise sent bien que Yulichia pense à son homme en ce moment, et elle éloigne la petite fille pour la faire sortir de ses gonds. La petite fille appelle alors Lise « Mama », et elles font de joie à l'idée d'être parents avec Kurt. Yulichia tente de s'opposer à cette mignonnerie et insiste sur le fait que la fillette pourrait être dangereuse, mais quand l'arrête et lui dit qu'ils n'ont pas besoin de prendre des décisions hâtives pour l'instant. La fillette est encore jeune, et si elle est élevée par des personnes bienveillantes comme elle ne pourra jamais devenir méchante. Tout le monde dit vouloir recueillir la fillette, et honnêtement, après avoir imaginé un avenir avec cet enfant, Yulichia ne peut plus se résoudre à la tuer, alors elle accepte de la laisser rester. Maintenant qu'ils ont tous décidé de garder la petite fille, Lise dit qu'il devrait lui trouver un nom, et tout le monde s'assoit pour en trouver un. Kurt pense qu'il devrait l'appeler Akuri parce que, dans la langue de la civilisation Lapé, c'est un nom qui symbolise la connexion entre les points. Yulichia et Lise semblent aimer ce nom, tout comme la jeune fille, qui s'appellera désormais Akuri. Plus tard dans la nuit, Yulichia dort sur le canapé avec Akuri sur elle, mais si elle a accepté de la garder, cela ne veut pas dire qu'elle ne se méfie pas des origines de l'enfant. L'un des agents de Mimiko s'approche d'elle et Yulichia lui remet une enveloppe contenant des échantillons de cheveux et de salive d'Akuri. Une fois que Mimiko aura reçu les échantillons, elle pourra les analyser pour comprendre ce qu'est Akuri. Le lendemain matin, Kurt et Yulichia montrent à Akuri la salle de jeu que Kurt a fabriquée pour elle, mais en réalité, il s'agit d'une prison où elle sera enfermée jusqu'à ce que Mimiko ait terminé les tests. Il n'y a pas de fenêtre et les murs sont renforcés de mitril, il n'y a donc aucun moyen pour Akuri de s'échapper seule de la pièce. Yulichia se sent mal de demander à Kurt de faire cela, car il semble un peu dur d'isoler un enfant du monde, mais ce n'est qu'une mesure temporaire jusqu'à ce qu'il soit sûr qu'Akuri n'est pas une menace.
Pour l'instant, ils ont l'intention de laisser Senna jouer avec elle pendant qu'elle et Kurt s'occupent d'une dernière demande. Mais dès qu'Akuri entend que Kurt et Yulichia partent, elle arrête de jouer et dit qu'elle veut aller avec eux. Kurt dit à Akuri qu'elle ne peut pas venir parce qu'ils partent en mission, mais il promet que dès qu'il aura fini, il reviendra jouer avec elle, ce qu'Akuri semble accepter. Alors que Kurt et Yulichia se rendent au village qui a demandé de l'aide, Yulichia voit bien que Kurt est contrarié d'avoir laissé Akira derrière lui, et elle lui dit qu'il devrait se concentrer sur l'accomplissement de la demande le plus tôt possible afin de pouvoir revoir Akiri. Mais à ce moment-là, ils entendent une voix venant de l'intérieur de la voiture. Kurt et Yulichia s'arrêtent pour voir ce que c'est, et à leur grande surprise, il s'agit d'Akuri. Aucun d'entre eux n'a la moindre idée de la façon dont elle a pu s'échapper de la pièce, car une prison pour enfants fabriquée par Kurt devrait être impénétrable. Mais Kurt se dit qu'il a dû faire une erreur, d'une manière ou d'une autre. À ce moment-là, Yulichia remarque qu'un des agents de Mimiko, déguisé, se trouve à proximité. Elle invente donc une excuse pour aller leur parler, laissant Kurt et Akuri seuls. Pendant son absence, Kurt repense à ce qu'a dit Yulichia sur le fait qu'Akuri pourrait être un monstre dangereux. Il pense qu'il est égoïste de vouloir la garder, car si Akuri finissait par attaquer des gens, il serait impuissant à l'arrêter. Yulichia revient peu après, et elle devine les pensées de Kurt, mais elle assure que ce qu'il a fait n'était pas mal. Il est toujours possible qu'Akuri devienne une menace dans le futur, mais pour l'instant, elle est inoffensive, et c'est à eux, en tant que parents, de s'assurer qu'il l'élève bien pour qu'elle grandisse et devienne une bonne fille. C'est alors qu'un homme surgit de nulle part et déclare qu'il attend depuis longtemps car il a besoin d'eux pour vaincre le roi des démons et sauver le monde. Il est peut-être fou, mais qui sait? Kurt et Akuri décident d'accepter et promettent de vaincre le roi des démons, mais Yulichia leur dit qu'ils n'ont pas signé pour combattre des démons aujourd'hui. À ce moment-là, une femme s'approche et s'excuse pour le comportement de son père. Elle leur dit que cet homme est son père, qu'il est devenu un peu sénile et qu'il dit des choses étranges. C'est elle qui a fait la demande, mais elle est surprise qu'un couple de jeunes mariés se présente pour la satisfaire. Kurt et Yulichia sont troublés car, avec la présence d'Akuri, ils ont vraiment l'air d'une famille heureuse, et le fait qu'Akuri les appelle « papa » et « maman » n'arrange pas les choses. Kurt ne s'inquiète pas outre mesure de ce malentendu, mais Yulichia est restée figée sur place depuis que le client l'a prise pour la femme de Kurt. Kurt suppose que Yulichia est peut-être contrariée à l'idée d'être mariée avec lui, mais dissiper le malentendu prendrait trop de temps, alors Kurt décide de faire de son mieux pour terminer le travail rapidement afin que lui et Yulichia puissent partir. Il demande à la cliente de lui expliquer quel est le problème. Elle lui explique que ses cochons ne mangent plus depuis quelque temps et qu'elle ne sait pas quoi faire. Comme il fait très chaud ces derniers temps, Kurt suppose que les porcs souffrent d'épuisement dû à la chaleur et qu'ils sont trop fatigués pour manger. Kurt dit qu'il peut préparer de la nourriture qui guérira les porcs de l'épuisement dû à la chaleur, et la cliente est très reconnaissante. Elle part pour que Kurt puisse se mettre au travail, mais Kurt remarque alors que Yulichia n'a toujours pas bougé de sa place. Il se demande si elle est encore contrariée par le malentendu de tout à l'heure, mais en réalité, son cerveau est juste en train de tamponner la joie d'être appelée la femme de Kurt. Bien sûr, Kurt n'a aucune idée qu'elle est vraiment heureuse, alors il décide de laisser Yulichia tranquille et commence à préparer la nourriture pour les cochons. Cela ne lui prend que quelques minutes et, lorsque les cochons commencent à manger, le cerveau de Yulichia a enfin fini d'assimiler ses émotions. Elle commence à se dire que si le client l'a prise pour la femme de Kurt, c'est qu'ils vont bien ensemble, et qu'elle pourra peut-être se marier avec Kurt un jour. Mais elle s'interrompt en plein milieu de sa pensée parce qu'elle s'enfonce trop profondément dans le trou du lapin de la fantaisie. Elle essaie de se convaincre qu'elle ne veut pas d'une relation avec Kurt, mais chaque fois qu'elle le regarde, elle a mal au cœur, alors elle est peut-être amoureuse. À ce moment-là, un dragon survole la ville et Yulichia voit qu'il se dirige tout droit vers Kurt et Akuri, alors elle court pour essayer de les sauver. Cependant, Kurt dit à Yulichia de ranger son épée car le dragon n'est pas une menace. Yulichia écoute Kurt et s'arrête, mais lorsqu'elle voit le dragon s'approcher d'Akuri, elle pense qu'il est sur le point de la manger. En fait, le dragon voulait simplement manger un peu de la nourriture préparée par Kurt. Yulichia est vraiment confuse, mais Kurt lui répond que c'est tout à fait normal puisque, dans son village, les dragons passaient tout le temps pour prendre une part de la nourriture. Yulichia lui répond que ce n'est pas normal du tout, mais que ce n'est pas la peine de le rappeler à chaque fois que Kurt fait une bêtise. Yulichia sent soudain une odeur de sang à proximité, elle va donc enquêter et l'odeur la conduit à un vignoble voisin. Là, elle trouve un des agents de Mimiko lourdement blessé sur le sol, et cet agent était chargé de surveiller Kurt en permanence, alors Yulichia se demande qui a pu lui faire ça. Elle part enquêter et aperçoit quelqu'un qui se cache derrière les lianes, elle sort son épée et attaque. Kurt entend du bruit, il s'approche pour voir ce qui se passe, à sa grande surprise, une femme surgit et exige qu'il lui remette l'enfant. Yulichia s'interpose devant Kurt pour le défendre,
et Kurt suppose que la femme doit être une chasseuse de dragons qui recherche le dragon qui vient d'apparaître, mais Yulichia pense que c'est plus sérieux que cela. Pour l'instant, elle dit à Kurt de sortir d'ici pour sa propre sécurité, mais avant que Kurt n'ait eu le temps de répondre, le dragon l'attrape et s'envole. Yulichia est maintenant libre de combattre le chasseur à pleine puissance, mais honnêtement, elle est en train de se faire manipuler. Le chasseur la renverse au sol et s'apprête à l'achever, mais à la dernière seconde, elle parvient à se défendre avec un râteau et à reculer. Yulichia demande à la chasseuse ce qu'elle cherche, mais celle-ci ne voit pas l'intérêt d'expliquer ses motivations à quelqu'un qui sera bientôt mort. Elle s'élance alors vers l'avant et, malgré les efforts de Yulichia pour bloquer l'attaque, elle reçoit un coup de couteau dans l'estomac. Yulichia tombe au sol, et la chasseuse s'approche lentement d'elle pour porter le coup de grâce, mais avant qu'elle ne puisse frapper, Yulichia lance l'un des cristaux magiques de Kurt sur la chasseuse, ce qui provoque une énorme explosion. Yulichia pensait que l'explosion suffirait à achever la chasseuse, mais à sa grande surprise, la chasseuse se porte parfaitement bien, et des cornes de démon viennent de lui pousser. Yulichia est choquée car cela fait plus d'un siècle qu'un vrai démon ne s'est pas révélé de son plein gré, alors pourquoi se montrerait-il maintenant ? Le démon est surpris que Yulichia ait pu infliger suffisamment de dégâts pour annuler sa transformation humaine, mais c'est ce à quoi on peut s'attendre de la part de ceux qui ont vaincu un seigneur démon de moindre importance. En entendant le démon dire cela, Yulichia se rend compte qu'il a dû garder un œil sur lui avant l'attaque des démons mineurs, et que l'enfant qu'il essayait de kidnapper était peut-être Kurt. Heureusement, Kurt est déjà à bonne distance, mais Yulichia n'a aucun espoir de vaincre le démon car elle a déjà utilisé toutes ses armes. Le mieux qu'elle puisse faire est de se sacrifier pour gagner du temps et permettre à Kurt de s'échapper. Mais quelques instants plus tard, elle voit Kurt voler droit vers elle sur le dos du dragon. Elle n'arrive pas à croire que Kurt ait fait quelque chose d'aussi stupide, car même si le dragon a de bonnes capacités de combat, Kurt est absolument inutile dans un combat, et cela n'aide pas qu'il se jette accidentellement du dos du dragon dans un arbre. Yulichia court vers Kurt et lui crie de revenir alors qu'il n'a aucune chance de battre le démon, mais Kurt est bien conscient de sa faiblesse. Il sait que la meilleure solution est de s'enfuir, mais il refuse d'abandonner un ami. C'est pourquoi il a caché Akuri dans un endroit sûr et est revenu pour sauver Yulichia. C'est alors qu'un groupe de cochons arrive en courant dans leur direction, et cela fait partie du plan de Kurt. Alors que la ruée les atteint, Kurt attrape Yulichia et saute sur le dos d'un des cochons. Yulichia lui demande si c'est quelque chose qu'il a l'habitude de faire dans sa ville natale, mais c'est en fait la première fois que Kurt fait quelque chose comme ça. Il sait que c'est une idée imprudente, mais il est prêt à risquer sa sécurité s'il s'agit de protéger quelqu'un qui lui est cher. Cependant, avant qu'il ne puisse s'échapper, le démon lance une énorme boule de feu sur eux et décime les cochons du troupeau. Kurt et Yulichia sont projetés au sol et le démon se rapproche d'eux, si bien que Yulichia doit faire quelque chose. Elle demande à Kurt de lui prêter une de ses dagues. Kurt craint qu'elle ne se blesse, mais Yulichia lui assure qu'elle n'essaie pas de se sacrifier à nouveau. Elle promet de faire de son mieux pour survivre et, alors que le démon lui lance une nouvelle boule de feu, elle brandit la dague pour se défendre. Le seul moyen pour elle de survivre est d'utiliser la technique secrète du coup de sort, une technique qui permet de détruire un sort en coupant à travers sa magie. Cependant, bien que Yulichia ait essayé à plusieurs reprises, elle n'a jamais réussi à le faire auparavant, et le pouvoir de l'armure n'est pas de son côté aujourd'hui, car elle n'est pas en mesure de détruire le sort une fois de plus. Il semble que ce soit la fin du chemin pour Yulichia, mais à la dernière seconde, Akuri surgit de nulle part et l'étreint. La boule de feu se disperse soudainement, mais pas à cause de Yulichia. Au contraire, le démon l'a dissipée de lui-même parce qu'il ne voulait pas blesser Akuri. Yulichia se rend compte que le démon doit en avoir après Akuri, et qu'il doit beaucoup tenir à elle pour aller aussi loin. Yulichia essaie de poser des questions au démon, mais avant qu'elle ne puisse dire quoi que ce soit, les blessures du démon commencent à le rattraper, et il s'enfuit. Quelques instants plus tard, Yulichia s'effondre à cause de ses propres blessures. Kurt se précipite à ses côtés et s'apprête à lui donner des médicaments. Heureusement, les blessures de Yulichia n'étaient pas mortelles, elle va donc vivre, et Akuri lui tapote le visage pour lui remonter le moral. Yulichia apprécie le geste, mais elle se souvient qu'Akuri n'est pas censé être ici, alors elle panique et demande comment elle est arrivée ici. Kurt lui répond qu'il est sûr d'avoir laissé Akuri en lieu sûr, mais Akuri a surgi de nulle part à côté de Yulichia alors qu'elle était sur le point de se faire exploser. Cela ressemble beaucoup à de la téléportation, et ce n'est pas comme si la téléportation était une chose rare, mais elle nécessite toujours l'utilisation d'une pierre magique de téléportation. Si Akuri est capable de se téléporter sans pierre magique de téléportation, ce serait un progrès considérable. Elle demande à Akuri de lui montrer à nouveau comment elle est arrivée ici, et Akuri fait un essai, mais pour une raison ou une autre, ça ne marche pas, alors elle finit par abandonner et dit qu'elle ne peut pas le faire. Yulichia demande pourquoi, puisqu'Akuri a pu se téléporter sur une longue distance plus tôt, mais avant qu'Akuri ne puisse répondre, l'un des cochons s'approche.
Kurt et Yulichia se rappellent soudain que tous les cochons du client ont été rôtis pendant la mission de sauvetage de Kurt, et elle ne sera certainement pas contente si elle voit ça. Kurt dit donc qu'il va les guérir immédiatement et les remettre dans leur porcherie. Lorsque la cliente revient, elle est heureuse de constater que tous ses porcs ont l'air plus heureux qu'ils ne l'ont jamais été. Elle veut exprimer sa profonde gratitude pour l'aide qu'elle a reçue, mais elle remarque que Kurt n'est pas là et demande à Yulichia où est parti son mari. Yulichia panique un peu à l'idée d'être à nouveau appelée la femme de Kurt, mais elle reprend son calme et explique à la cliente que Kurt est allé visiter l'une des fermes voisines. Kurt est en train de chevaucher le dragon pour se rendre à cette ferme, et en chemin, le dragon remarque quelque chose sur le sol, alors ils font un rapide détour. Pendant ce temps, Yulichia et Akiri rentrent chez eux en calèche. Yulichia est heureuse qu'Akiri soit saine et sauve, mais elle se demande toujours pourquoi le démon de tout à l'heure a annulé son sort avant qu'il ne frappe. Yulichia se souvient que le démon a paniqué en voyant Akiri, et qu'il a peut-être annulé son sort pour éviter de frapper Akiri. Mais Yulichia a besoin de plus d'informations avant de tirer des conclusions. Elle doit également s'inquiéter de la possibilité qu'Akiri puisse utiliser la magie de téléportation à volonté, mais c'est un problème pour un autre jour, alors elle décide d'apprécier le fait qu'elle est en vie pour l'instant. Quelques instants plus tard, Yulichia entend Kurt l'appeler, elle arrête la calèche et attend qu'il atterrisse. Elle se demande pourquoi Kurt n'est pas rentré directement chez lui, puis elle voit le démon inconscient sur le dos du dragon et se pose une tonne de questions. Kurt explique que pendant qu'il chevauchait le dragon, celui-ci a repéré quelque chose, alors ils sont descendus dans la forêt pour enquêter, et après avoir cherché un peu, Kurt a trouvé la démone inconsciente sur le sol à cause des blessures que Yulichia lui avait infligées. Au début, Kurt ne sait pas quoi faire, car il aimerait soigner les blessures de la démone pour qu'elle puisse survivre, mais en même temps, la démone pourrait encore être dangereuse. Finalement, il décide de lui sauver la vie et allume un petit feu pour préparer des médicaments. La démone reprend conscience à un moment donné, mais elle ne peut toujours pas bouger, alors elle demande à Kurt ce qu'il fait. Kurt lui explique qu'il prépare un médicament pour elle, mais elle le traite d'idiot pour avoir fait preuve de pitié envers un ennemi. Kurt sait que le démon aurait pu tuer Yulichia et Akiri si son sort avait fonctionné, mais elle a choisi d'épargner leur vie, et c'est une raison suffisante pour que Kurt la sauve. Kurt finit de préparer le remède et le lance à la démone. Au début, elle refuse de le prendre, mais Kurt lui rappelle qu'elle mourra si elle reste dans l'état où elle se trouve. Elle finit par prendre la bouteille, se retourne sur le dos et boit le médicament. Cependant, dès qu'elle l'a avalé, elle se rend compte que quelque chose ne va pas. Ses blessures guérissent, mais elle ne peut plus bouger son corps, et c'est parce que Kurt a mélangé une drogue paralysante au médicament. Il veut peut-être la sauver, mais il n'est pas assez naïf pour croire qu'un ennemi ne l'attaquera pas. C'était une grande prévoyance de la part de Kurt, mais il croit toujours que le démon n'est qu'un chasseur de dragons, et sa conscience de la situation ne s'est malheureusement pas améliorée. Il souhaite qu'il puisse s'entendre comme il le faisait avec Hildegard quand il était petit, et dès que le démon l'entend mentionner le nom d'Hildegard, elle commence à s'agripper à Kurt, mais la drogue finit par l'assommer. Cela nous ramène au présent et explique comment Kurt a réussi à capturer le démon, mais Yulichia se demande quel genre de drogue Kurt a fabriqué, car les démons sont censés être immunisés contre tous les poisons. Ils finissent par retourner au manoir, et Yulichia n'arrive pas à croire qu'elle est sur le point de transporter un démon inconscient dans la maison. Pendant ce temps, Kurt dit à Akiri qu'elle doit s'excuser auprès de Senna parce qu'elle s'est probablement inquiétée de la disparition soudaine d'Akiri. Lorsque Senna et Lise se rendent compte qu'Akiri est de retour, ils se précipitent à l'extérieur et la serrent dans leurs bras, car ils pensaient qu'il lui était arrivé quelque chose de grave. Quelques instants plus tard, un homme sort à son tour du manoir, mais Yulichia ne l'a jamais vu auparavant, alors Lise le présente comme le nouveau maître d'atelier. L'homme se présente sous le nom de Rakudo, et Kurt croit immédiatement qu'il s'agit du maître de l'atelier, alors il s'approche pour se présenter. Cependant, Yulichia sait que quelque chose ne va pas, car Kurt est le vrai maître de l'atelier, et ce type doit être un imposteur. Elle demande à Kurt de rentrer et de préparer le dîner pendant qu'elle s'occupe des bagages, et dès que Kurt est parti, elle essaie de parler à Rikuto, mais il la pousse soudainement contre le wagon. Elle n'a toujours aucune idée de qui est ce type, mais il est clair qu'il a dépassé les bornes, et elle lui donne instinctivement un coup de pied sec au milieu du corps. Mais sa jambe traverse le corps de Rakudo de part en part. Yulichia voit alors Lise sourire derrière Rakudo, et elle finit par comprendre. Rakudo est une illusion que Lise a créée en utilisant l'épée fabriquée par Kurt. Mais Yulichia ne savait pas que l'épée pouvait créer des illusions de personnes qui n'existent pas. Cependant, Lise lui dit que Rakudo est en fait basé sur une version adulte de Kurt. Lise dissipe l'illusion pour l'instant, et une seconde plus tard, une note de Mimiko tombe du ciel. Yulichia s'en empare et s'enthousiasme car Mimiko dit qu'elle a terminé l'analyse de l'ADN d'Akiri et qu'elle sera là dans 3 jours pour faire son rapport. Les jours passent et Mimiko arrive enfin. Tout le monde est nerveux à l'idée d'entendre ce qu'elle a à dire sur Akiri, mais Mimiko leur dit simplement qu'elle n'a aucune idée de ce qu'est Akiri.
Yulichia demande pourquoi Mimiko s'est donné la peine de venir ici, si c'est pour dire qu'elle ne sait pas. Mimiko répond qu'il y a un peu plus de détails. Lorsqu'elle a analysé l'échantillon de cheveux d'Akuri que Yulichia a envoyé, il était identique à celui d'un humain normal. Cependant, lorsque Mimiko a examiné l'un des ongles d'Akuri, elle y a trouvé des traces de magie spatiale. Aucun humain normal ne devrait être capable d'utiliser la magie spatiale, mais il existe des traces d'utilisation de ce type de magie pendant l'âge des dieux. Pour l'instant, c'est ce qui la rapproche le plus des origines d'Akuri, mais même si elle a l'air et se comporte comme une fille normale, Akuri n'est certainement pas une humaine. La présence d'un être comme Akuri dans l'atelier terrifie Mimiko, qui envisage donc de la sceller afin qu'elle ne puisse plus utiliser la magie de téléportation et de l'enfermer dans un laboratoire de recherche. Mais Kurt refuse que cela se produise. Mimiko se demande pourquoi il est si opposé à cette idée, et Kurt lui demande si elle a peur de lui. Mimiko sait que Kurt est capable de fabriquer des armes mortelles s'il le voulait, mais elle sait aussi que Kurt ne ferait jamais rien pour nuire aux autres, donc elle n'a pas peur de lui. De la même façon, Kurt lui dit qu'il sait qu'Akuri, qu'elle soit humaine ou non, ne fera jamais rien pour lui faire du mal ou pour faire du mal aux autres. Elle est même allée voir comment allait la femme démon lorsqu'ils l'ont amenée pour la première fois, probablement parce qu'elle s'inquiétait de la voir inconsciente. Cela prouve à quel point Akuri est gentille, et pas une seule fois elle n'a mis Kurt ou les autres en danger, alors il ne laissera pas Mimiko l'emmener. Yulichia est d'accord avec Kurt, et comme Mimiko n'a pu trouver aucune preuve qu'elle est un monstre, ils savent au moins qu'Akuri n'est pas dangereuse. Liz ne veut pas non plus que Mimiko emmène Akuri, et comme c'est 3 contre 1, Mimiko finit par céder et accepte de laisser Akuri rester. Mais elle doit encore s'occuper d'une autre affaire, et elle demande qu'on l'emmène voir le démon que Kurt a capturé, afin de pouvoir discuter avec lui. Kurt lui dit qu'il a gardé le démon dans la cave du 2e étage, alors Mimiko se dirige dans cette direction, mais avant de partir, Kurt lui demande de ne pas jeter le démon en prison parce qu'elle n'a pas vraiment fait de mal. Mimiko promet d'être indulgente avec le démon, mais en vérité, elle n'a pas l'intention de faire preuve de pitié car les démons sont les ennemis naturels de l'humanité. Une fois qu'elle a trouvé le démon, elle lui injecte une drogue pour le réveiller, et une fois que le démon ouvre les yeux, Mimiko commence à lui poser des questions. La première chose que fait le démon est d'utiliser la magie du feu pour attaquer Mimiko, mais cela ne sert à rien car Kurt a préinstallé une barrière qui annule toute magie dans cette pièce. Mimiko demande au démon d'obtempérer et de répondre à ses questions pour ne pas avoir à se montrer violent, et le démon reconnaît qu'il a perdu. Selon le code d'honneur des démons, le perdant doit obéir aux souhaits du vainqueur, mais Mimiko n'est pas celle qui a vaincu le démon, alors elle dit qu'elle ne répondra qu'aux questions du garçon qui l'a battu, Kurt. Mimiko n'est pas sûre de devoir écouter le démon, mais faire venir Kurt est plus rapide que des heures de torture, alors elle monte à l'étage et lui demande de descendre. Lorsque Kurt voit le démon, il lui demande comment elle va, et elle lui répond qu'elle se sent bien, sauf qu'elle a les bras attachés dans le dos. Kurt s'en excuse et aimerait la laisser partir, mais on lui a dit de ne pas la détacher avant qu'ils aient fini de parler. La démone dit à Kurt qu'elle s'appelle Solflar et lui demande s'il connaît vraiment Hildegard. Cela attire l'attention de Kurt, qui se demande depuis longtemps ce qui lui est arrivé, mais personne d'autre ne sait de qui il parle. Alors Yulichia lui demande qui est cette Hildegard. Kurt explique qu'elle est la fille d'un traître qui visitait souvent le village de Kurt, et qu'elle était un démon comme Solflar ici, donc Kurt pense qu'ils se connaissent peut-être. Solflar demande à Kurt s'il se souvient qu'Hildegard portait un pendentif en forme de griffon, et maintenant que Kurt y pense, il l'a vu avec un pendentif, et c'est suffisant pour que Solflar croie que Kurt a rencontré Hildegard. Elle supplie Kurt de l'aider car elle doit sauver Hildi, mais Kurt n'a aucune idée de ce dont elle parle. Solflar explique qu'Hildegard est actuellement retenue prisonnière sous le château de Margaret de Técon. Kurt est choqué que Técon ait pu faire quelque chose d'aussi horrible, et il demande à Yulichia de l'aider à sauver Hildegard. Mais Yulichia n'est pas convaincue. Même si Solflar voulait vraiment sauver Hildegard, cela n'explique pas pourquoi elle a pris Akuri pour cible. Or, il y a une explication tout à fait raisonnable à cela. Elle enquêtait sur Técon pour trouver un moyen de sauver Hildegard de son château, et dans la foulée, elle a découvert que Técon traquait Kurt et ses amis. Solflar a donc décidé de suivre Kurt et Yulichia pour comprendre pourquoi Técon s'intéressait tant à eux, et c'est à ce moment-là qu'elle a vu Akuri surgir de nulle part. Elle ne comprend pas comment fonctionne la téléportation, mais avec un tel pouvoir, elle aurait pu sauver Hildegard instantanément, alors elle tente de kidnapper Akuri. Cela semble parfaitement raisonnable à Kurt, mais Yulichia l'avertit de ne pas se laisser convaincre si facilement, car Solflar n'a encore rien prouvé. Solflar leur dit que s'ils veulent des preuves, ils peuvent regarder le pendentif qu'elle porte. Mais le pendentif est enfoui dans son décolleté, et Yulichia doit aller le chercher. Une fois le pendentif visible, Kurt confirme qu'il s'agit bien de celui que portait Hildegard, donc tout ce que Solflar a dit devait être vrai. Solflar a reçu ce pendentif d'Hildegard, et la raison pour laquelle elle a annulé son attaque sur Yulichia à l'époque n'était pas à cause d'Akuri, mais parce que la dague que Yulichia a empruntée à Kurt avait le même symbole du griffon que le pendentif d'Hildegard.
Kurt se souvient qu'il a reçu cette dague en cadeau de la part d'Hildegard. Tout porte donc à croire que Solflar dit la vérité, et Mimiko décide qu'il vaut la peine d'y jeter un coup d'œil. Elle dit à Solflar qu'ils vont sauver Hildegard pour elle, mais seulement à la condition qu'elle reste ici. Et au cas où elle refuserait toujours d'obéir aux ordres de Mimiko, celle-ci demande à Kurt de dire à Solflar de ne pas bouger. Kurt jure à Solflar qu'ils récupéreront Hildegard, mais au milieu de leur conversation, Akuri apparaît soudain devant Kurt. Kurt gronde Akuri parce qu'il est impoli de se téléporter devant des gens comme ça, alors Akuri s'excuse, mais la téléportation est très amusante pour elle. Kurt s'approche alors de Mimiko, et même si c'est lui qui a dit qu'il voulait sauver Hildegard, il n'a aucune idée de la façon de s'y prendre, alors il demande son aide. Mimiko dit à Kurt que ce n'est pas un problème puisque tout le monde est là pour l'aider, mais Kurt se sent toujours un peu déprimé parce qu'il ne peut rien faire pour les aider. Un peu plus tard, Mimiko consulte les plans du manoir de Tékon pour savoir où se trouve Hildegard, et Yulichia est vraiment impressionnée que Mimiko ait pu mettre la main sur le plan de Tékon en si peu de temps. Mimiko enquête sur Tékon depuis un certain temps déjà, et d'après ses agents, il y a une pièce du manoir où seul Tékon est autorisé à entrer. Il a été vu en train de transporter de la nourriture dans cette pièce, il est donc possible qu'Hildegard y ait été emprisonnée. Solflar a également remarqué cette pièce lorsqu'elle espionnait Tékon, mais elle n'a pas pu y entrer. Mimiko a demandé à ses agents d'essayer de l'ouvrir, mais même un maître serrurier mettrait plusieurs heures à y parvenir. Cependant, s'ils ne peuvent pas crocheter la serrure, Lise suggère d'obliger Tékon à la déverrouiller lui-même. Elle peut utiliser l'une de ses illusions pour faire croire que quelqu'un a réussi à se faufiler dans la pièce, ce qui obligerait Tékon à déverrouiller la porte pour enquêter. C'est un bon plan, mais il faut trouver un moyen de piéger Tékon pour qu'il tombe dans le panneau. Lise y a déjà pensé, elle a donc l'intention de demander à Rakudo d'organiser un festival de 3 jours en tant que maître de l'atelier, ce qui sera l'excuse parfaite pour se rapprocher de Tékon. Cependant, Yulichia se demande ce qu'il faut faire de Kurt, car elle n'a pas encore assez confiance en Solflar pour le laisser ici avec elle. Lise répond qu'ils peuvent emmener Kurt avec eux sous prétexte qu'ils veulent voir le festival, et que lorsqu'ils en auront l'occasion, ils s'éclipseront pour sauver Hildegard. Maintenant que le plan a été finalisé, Lise et Yulichia commencent à fantasmer, car aller au festival avec Kurt serait pratiquement un rendez-vous galant. Elles exécuteront le plan d'infiltration le 3e jour du festival, ce qui leur laissera 2 jours pour s'amuser avec Kurt, et elles jouent toutes les deux à un jeu de pierre-papier-ciseaux pour décider qui partira en premier. Lise arrive en tête et commence à émouvoir Yulichia, mais Yulichia lui fait promettre qu'elle ne fera rien d'obscène avec Kurt, sous le regard confus de Mimiko et de Solflar. Le 1er jour du festival, Kurt et Lise sortent avec Akuri, et Lise s'amuse comme une folle. En marchant, Lise aperçoit un magasin qui vend des cactus sans queue, un produit unique puisqu'on peut couper le sommet et boire le jus de cactus. Personnellement, je ne fais plus confiance au jus de cactus depuis cet épisode d'Avatar, mais comme Lise semble enthousiaste à l'idée de l'essayer, Kurt décide d'en acheter. Il en donne un à Akuri et l'autre à Lise, mais il n'en achète pas pour lui. Ce n'est pas comme si Kurt était fauché, car il a actuellement au moins 1 million de pièces d'or sur son compte en banque, mais son estime de soi est si basse qu'il ne pense pas qu'il mérite de boire un cactus entier, alors il demande juste à avoir un peu des restes. Akuri se sent malheureuse que Kurt n'ait pas eu droit à un verre pour lui, alors elle lui propose de partager le sien avec lui, et Kurt est touché par ce geste aimable. Il goûte le jus de cactus, qui s'avère très doux et sans hallucination. Kurt l'apprécie beaucoup, mais il ne veut pas finir le jus d'Akuri, alors il le lui rend. Lise demande alors à Kurt s'il aimerait goûter un peu de son jus, et elle essayait juste d'être gentille au début, mais elle se rend compte que les lèvres de Kurt ont juste touché le bord du cactus, et tous les neurones goumères de son cerveau s'activent. Elle mord l'endroit que les lèvres de Kurt ont touché, puis elle fourre le cactus dans son sac pour le ramener chez elle, certainement pas pour des raisons impies. Kurt n'a aucune idée de la raison pour laquelle elle a soudainement commencé à agir de façon si étrange, alors il lui demande pourquoi elle met le cactus dans son sac, mais honnêtement, il vaut mieux qu'il ne le sache pas. Il continue à marcher dans le festival, et Lise se souvient que Kurt a voyagé dans tout le pays quand il faisait partie de ce groupe d'aventuriers, alors elle est sûre que Kurt a dû voir des tonnes de festivals. Et techniquement, elle a raison, mais il était toujours coincé à faire de la maintenance ou à garder l'attelage dans les écuries, donc il n'a jamais pu voir le festival que depuis une pièce froide et sombre. Lise dit que c'est affreux, mais Kurt répond que cela ne le dérange pas, car quelqu'un comme lui, qui n'était bon qu'à faire des corvées, ne méritait de toute façon pas de profiter d'un festival. Lise promet donc à Kurt de s'amuser le plus possible aujourd'hui, et quand ils auront fini de s'amuser, elle lui avouera enfin ses sentiments. Ils continuent de marcher tous les 3, jusqu'à ce que le propriétaire d'un stand demande à Kurt s'il aimerait jouer à un jeu et avoir une chance de gagner un cadeau pour sa charmante femme et sa fille. Tout ce qu'il a à faire, c'est de peser parfaitement 1 kilogramme de haricots. Normalement, ce serait une tâche presque impossible, mais Kurt prend une poignée de haricots et, après les avoir tenus pendant 1 seconde, il réussit le défi du premier coup et gagne le prix. Après une longue journée de jeu,
Lise demande à Kurt de l'accompagner au parc pour s'éloigner de la foule du festival. Elle a préparé le décor idéal et elle est sûre que Kurt s'est bien amusé au festival aujourd'hui, qu'il doit être de bonne humeur et que c'est le moment idéal pour se confesser. Cependant, lorsqu'elle s'approche de Kurt, il a l'air vraiment triste. Elle réalise alors son erreur, car le parc offre une vue dégagée sur le château de Técon, et le fait de le voir a dû rappeler à Kurt qu'Hildegard y est enfermée. Elle demande à Kurt s'il s'inquiète pour Hildegard, mais il répond que ce n'est pas le problème. Tout le monde a déjà promis de sauver Hildegard, alors il a confiance qu'ils y parviendront, mais il souffre de n'avoir rien pu faire pour l'aider. Lise rappelle que Kurt l'a sauvé de sa malédiction, et qu'il a aussi construit cet immense manoir pour eux tous, mais Kurt pense que tout cela n'a pas d'importance parce qu'il est convaincu que n'importe quel type aurait pu faire la même chose. Lise veut dire à Kurt que ses compétences dépassent de loin celles des gens normaux, mais il pense probablement qu'elle lui ment, alors à la place, elle lui dit qu'elle l'aime. Kurt est choqué d'entendre cela tout d'un coup, mais Lise le pense vraiment, et elle n'est pas la seule à le penser. Yulichia, Mimiko, Sena et tous les autres membres de l'atelier tiennent beaucoup à Kurt, qui ne doit donc pas avoir l'impression d'être un fardeau pour eux parce qu'il ne peut pas aider à sauver Hildegard. Mais Akuri l'appelle pour lui dire qu'elle a faim, et Kurt va lui chercher à manger. Lise est un peu déçue que sa confession ait été perçue comme platonique plutôt que romantique, mais elle s'en accommode puisque Kurt s'est senti mieux. Cependant, la prochaine fois, elle s'assurera de bien lui transmettre ses sentiments. Après que l'épée de Yulichia a été brisée la dernière fois, elle a demandé à Kurt de lui en fabriquer une nouvelle. Avant le début du festival, elle a contacté un célèbre nain forgeron et est retournée à la mine qui appartient à Yulichia. En un rien de temps, Kurt réussit à trouver du mithril et de l'adamantite qui traînaient là, et le nain fut choqué par la facilité avec laquelle Kurt s'y prit. Mais quand vient le moment de fabriquer l'épée, il refuse de croire que Kurt est capable de le faire de cette façon. Le mithril est réputé pour être difficile à travailler, mais Kurt le fait fondre dans une marmite comme si de rien n'était. Aussi sceptique soit-il, il accepte tout de même de laisser Kurt utiliser sa forge, et à sa grande surprise, Kurt réalise un chef-d'œuvre en moins d'une heure. Le forgeron est stupéfait pendant un moment, mais une fois qu'il a digéré ce qui vient de se passer, il décide de partir en voyage pour perfectionner ses talents de forgeron afin de devenir aussi bon que Kurt. Yulichia était très excitée de recevoir l'épée, car c'est le premier cadeau que Kurt lui offre, et pour en revenir au présent, il est temps pour elle d'aller à son rendez-vous avec lui. Kurt et Yulichia sortent en ville alors que le deuxième jour du festival commence, et comme Akuri est encore fatiguée de tout le plaisir qu'elle a eu hier, il décide de la laisser dormir. Cela convient parfaitement à Yulichia, car cela signifie qu'elle aura Kurt pour elle toute seule, et elle a déjà une tonne d'endroits amusants où elle prévoit d'emmener Kurt. Mais tout à coup, elle entend un vacarme et, en regardant, elle voit un magasin perfide dévalisé par des délinquants. Yulichia ne voit pas d'inconvénient à ce qu'il se fasse cambrioler, car elle ne veut pas interrompre son rendez-vous avec Kurt. Elle fait donc semblant de ne rien voir, mais avant qu'elle ne s'en rende compte, Kurt est déjà parti aider la famille. Kurt s'approche de l'étalage et demande aux voyous d'arrêter immédiatement ce qu'ils font. Les voyous leur disent de se mêler de leurs affaires, mais Kurt insiste pour qu'ils expliquent ce qui se passe ici. Les voyous disent qu'ils n'aiment pas le goût des petits pains à la viande de cet homme et qu'ils vont donc tout casser pour que personne n'ait à goûter à cette saleté. Kurt pense qu'il est impoli de qualifier le dur labeur de quelqu'un d'ordure, alors il prend un des pains à la viande et dit qu'il aimerait l'acheter. Il prend ensuite une bouchée et complimente l'homme sur le choix et la préparation de la viande. Les voyous n'apprécient pas que Kurt gâche leur plaisir, alors le plus petit le bouscule, et Kurt n'a aucune compétence en matière de combat, alors il trébuche quelques mètres en arrière. C'est alors que Yulichia décide enfin d'intervenir et de dire aux voyous que Kurt fait partie de l'atelier. Dès que les voyous entendent cela, ils commencent à avoir des doutes, car ils savent que les ateliers détiennent beaucoup de pouvoir dans le royaume, et ils s'enfuient. Kurt va ensuite voir comment va l'homme, et il découvre que les voyous lui ont cassé quelques os, ce qui l'inquiète beaucoup. Yulichia essaie de dire à Kurt que quelques gorgées de son médicament devraient suffire à guérir les os cassés, mais Kurt continue de croire que tout ce qu'il fait est médiocre, alors il insiste pour emmener l'homme à l'hôpital et s'enfuit avant que Yulichia ne puisse l'arrêter. Elle est incroyablement déçue parce qu'à ce rythme, son rendez-vous avec Kurt va être gâché, mais elle entend la fille de l'homme commencer à pleurer et réalise qu'elle ne s'inquiète peut-être pas de la bonne chose. À ce moment-là, Yulichia remarque qu'un des agents de Mimiko, déguisé en vendeur de melons, se trouve à proximité, et elle va voir si elle a des informations à lui donner. Pour faire court, l'agent raconte à Yulichia qu'un concours de cuisine va avoir lieu cet après-midi, et que ce stand de brioche à la viande avait l'intention d'y participer, mais que le champion en titre, le restaurant Gargel, ne veut pas perdre son titre de meilleur stand de nourriture, et qu'il a donc engagé des voyous pour détruire son stand. Yulichia se rend compte que son rendez-vous a été gâché à cause de la mesquinerie du restaurant Gargel, mais comme ils ont déjà chassé les voyous, elle est sûre de pouvoir continuer son rendez-vous une fois que Kurt sera de retour. Malheureusement, l'intrigue doit avoir lieu, alors quand Kurt revient, il dit à Yulichia que l'homme sera à l'hôpital jusqu'à demain,
alors il demande à Kurt de s'occuper de son magasin et de sa fille pour lui. Les chances de Yulichia d'avoir un rendez-vous normal sont officiellement réduites à néant, alors elle décide de canaliser sa frustration en rage et jure qu'elle va écraser le restaurant Gargel pour avoir ruiné ses plans. Kurt n'a aucune idée de ce dont parle Yulichia, alors elle lui explique qu'il y aura un concours de cuisine plus tard dans la journée, et qu'elle veut aider le stand de brioche à gagner. Mais la petite fille lui dit qu'il n'y a plus aucune chance de gagner le concours parce que ces voyous ont jeté toute la pâte à brioche, et qu'il n'y en a donc plus pour vendre, et encore moins pour participer au concours. Yulichia dit à la jeune fille que tout va bien se passer parce qu'elle et Kurt vont l'aider. Elle demande à Kurt s'il peut faire de délicieuses brioches à la viande, et c'est Kurt, alors bien sûr qu'il le peut. Mais ce n'est pas Kurt qui fera les brioches car les siennes seraient trop bonnes. Yulichia prévoit donc que Kurt apprenne à Luna comment faire pour qu'elle puisse continuer à faire les brioches une fois qu'ils seront partis. Luna promet de travailler dur pour rendre son père fier, alors Yulichia se lève et dit qu'ils vont refaire ses brioches et gagner la compétition, mais d'abord, ils auront besoin d'acquérir de nouveaux ingrédients, alors elle demande à Kurt s'il a quelque chose qu'il a besoin qu'elle achète. Kurt lui dit d'aller acheter des cactus sans queue ni tête dans les échoppes voisines, puis d'aller chercher le sac de haricots qu'il a gagné hier au festival. Pendant ce temps, il lui dit qu'il va se mettre à creuser ici même. Yulichia était d'accord, jusqu'à ce qu'il parle de creuser des trous. Elle rappelle à Kurt que cette place appartient au Seigneur, mais Kurt répond que ce n'est pas un problème puisqu'il peut creuser assez vite pour ne gêner personne. Mais ce n'est pas ce qui inquiète Yulichia. Kurt lui demande alors si elle sait où il pourrait emprunter une pelle, mais Yulichia insiste sur le fait qu'il devrait demander la permission avant de faire des travaux de construction sur le terrain de quelqu'un d'autre. De l'autre côté de la ville, Gargel régale les juges du concours de cuisine avec l'un de ses délicieux plats, et il le félicite pour sa cuisine exquise. Gargel est heureux car il est certain de gagner le concours de cuisine de cette année, en partie parce qu'il a en quelque sorte soudoyé les juges avant le début du concours et qu'il s'est déjà donné beaucoup de mal pour s'assurer que ses rivaux soient détruits. Cependant, à son grand désarroi, il entend bientôt des gens parler de délicieuses brioches qu'ils viennent d'acheter, et il commence à s'inquiéter, alors il décide de se rendre sur place pour voir ce qui se passe. Il est sûr d'avoir dit à ses voyous de détruire l'étalage de brioches, mais à sa grande surprise, il découvre que non seulement l'étalage est toujours là, mais que son activité est plus florissante que jamais. Il y a même une sorte de nouvelle structure de spa à côté, et Gargel n'a aucune idée de la date à laquelle elle a été construite. Les juges arrivent bientôt à l'échoppe, car ils ont entendu beaucoup de bonnes choses sur les brioches qui s'y trouvent. Gargel panique parce qu'il ne veut pas que les juges goûtent ses brioches, alors il essaie de les convaincre que les brioches doivent être pourries parce que la pâte à l'intérieur est complètement noire. Cependant, Luna l'interrompt en plein milieu de sa phrase et apporte une assiette de brioches aux juges. Elle les informe que même si la pâte de ces brioches est noire, elle a toujours un goût délicieux. Elle explique qu'elle est faite de haricots bouillis et de nectar de cactus mûr, ce qui lui donne une saveur à la fois sucrée et salée. Sa description vivante intrigue les juges, qui sont donc tous impatients d'en goûter, et dès qu'ils l'ont en bouche, ils comprennent pourquoi tout le monde l'aime tant. En prime, les petits pains ne coûtent qu'un cuivre chacun, malgré leur saveur. Gargel ne croit pas que les brioches puissent être aussi bonnes, alors il décide d'en goûter une pour lui-même, et il découvre qu'elles sont vraiment très bonnes. Les juges demandent à Luna s'il y a un secret pour rendre les brioches si moelleuses. Yulichia s'approche et explique que le propriétaire temporaire s'est un peu laissé emporter par la préparation. Il a dit que pour obtenir le meilleur résultat, les brioches devaient être cuites dans de l'eau contenant du bicarbonate de soude, et qu'ils utilisaient donc de l'eau provenant directement de la source thermale. Gargel refuse de le croire et accuse Yulichia de mentir parce qu'il sait qu'il n'y a pas de source d'eau chaude ici, mais Yulichia lui dit que le propriétaire temporaire en a creusé une aujourd'hui. Gargel ne croit toujours pas que ce soit possible, mais Yulichia lui dit alors que Kurt fait partie du nouvel atelier, et cela lui semble soudain beaucoup plus crédible. Cependant, il est toujours furieux que ses chances de gagner le concours de cuisine aient été ruinées par Kurt et Yulichia, et il menace donc de les dénoncer pour avoir construit sur le terrain de Técon sans sa permission. Même les membres de l'atelier peuvent être punis pour un tel crime, mais Yulichia y a déjà pensé, c'est pourquoi elle a demandé à Lise d'aller chercher l'autorisation de Técon en personne, et comme la troisième princesse soutient officiellement le stand, Gargel ne peut rien faire pour les arrêter. Cependant, ils ont dû accepter de céder la source d'eau chaude à la municipalité dans le cadre de l'accord, et Kurt l'a donc transformée en spa pour les pieds afin d'en faire une nouvelle attraction touristique. Gargel perd la tête, car il est impossible qu'un petit commerce de brioches ait autant de relations. Cependant, il a encore un tour dans son sac. Il prend l'un des juges à part et lui rappelle qu'il recevra un pot de vin s'il aide Gargel à remporter le concours. Cependant, les brioches aux haricots sont tout simplement trop délicieuses, et le juge dit à Gargel qu'il peut garder son argent car il n'est pas question qu'il donne une mauvaise note à cette échoppe. À ce moment-là, Gargel aperçoit les voyous qu'il a engagés, cachés au coin de la rue, et il court vers eux pour leur dire de se dépêcher de détruire l'échoppe. Il leur promet même de payer sa caution s'ils sont jetés en prison, mais tout à coup,
il entend la voix d'une fille, et les voyous s'effacent pour laisser apparaître Lise. Les vrais voyous ont déjà été arrêtés et jetés en prison pour destruction de biens, et Gargel a admis les avoir engagés pour commettre toutes ces destructions. Mais cela ne suffit pas à l'enfermer pour longtemps. Heureusement, Yulichia a fait quelques recherches et a découvert que Gargel est le fournisseur du chef personnel de Técon et qu'il a ajouté des drogues à sa nourriture pour rendre les gens dépendants, ce qui est tout à fait illégal, et ils ont donc tous les droits de l'arrêter maintenant. Gargel se rend compte qu'il a été pris, mais il refuse de se laisser faire. Il sort donc un couteau et se jette sur Lise pour pouvoir s'enfuir. Cela ne se passe pas très bien pour lui, et en quelques secondes, il est plaqué au sol par 2 agents de Mimiko. Yulichia lui dit alors qu'il vient d'aggraver son cas, car Lise est la 3e princesse, et l'attaquer ne fait qu'ajouter la trahison aux charges qui pèsent sur lui. Gargel est alors emmené, et c'est fou de penser que tout cela est arrivé parce que Gargel voulait absolument gagner un concours stupide. Une fois Gargel parti, Lise prend le temps d'expliquer à Yulichia qu'elle n'a pas pu sortir avec Kurt, mais Yulichia est heureuse d'avoir pu faire sourire Luna et Kurt aujourd'hui. Plus tard dans la journée, Técon apprend que Gargel a été arrêté. Il est choqué car Gargel était le seul fournisseur de nourriture de son château. Il demande ce que Gargel a fait dans l'espoir de le faire sortir de prison, mais son assistant l'informe que Gargel a attaqué la princesse Lise au festival aujourd'hui, et il n'y a rien que Técon puisse faire pour le sauver de ce genre de gaffe, alors il renonce à le faire sortir de prison. Mais Técon a encore un gros problème. Lise doit venir prendre le thé demain, et comment servir la princesse si son fournisseur de nourriture est en prison ? L'assistant de Técon propose alors d'embaucher un marchand de brioches local pour préparer les amuse-gueules de la fête du thé, car ils ont été très appréciés lors du festival d'aujourd'hui. Técon n'a pas vraiment le choix, il accepte donc d'embaucher les shops comme nouveaux fournisseurs de nourriture en prévision de la visite de Lise demain. À propos de Lise, elle se comporte de façon plutôt étrange ces derniers temps. Aujourd'hui, elle est venue lui demander en personne un permis de construire et lui a dit qu'elle reviendrait pour le thé le lendemain, avec l'atelier. Técon craint qu'elle n'ait compris ce qu'il fait ici, mais cela n'a pas d'importance tant qu'il peut rencontrer l'atelier et lui faire part de ses souhaits les plus profonds. Le lendemain matin, Lise et les autres se préparent à sauver Hildegard, et leur objectif est d'atteindre la pièce secrète située derrière la cuisine. Ils ne sont pas sûrs qu'Hildegard s'y trouve, mais c'est leur meilleure hypothèse. Kurt dit à tout le monde qu'il va aider Luna avec son étal aujourd'hui, car elle a reçu une grosse commande, mais cela ne devrait pas affecter leur plan. Une fois Kurt parti, Lise et Yulichia passent en revue les détails du plan, et en gros, Lise va créer une illusion d'elle-même et de Rakudo pour rencontrer Técon, et finalement, ils vont le piéger pour qu'il ouvre la pièce secrète afin qu'il puisse découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. C'est du moins ce qui était prévu, mais en chemin, ils reçoivent un mot d'un des espions de Mimiko leur disant que Kurt et Luna ont été engagés par Técon pour préparer le thé d'aujourd'hui, et qu'ils se trouvent actuellement dans la cuisine, juste à côté de la pièce secrète. C'est la fin de l'épisode 10. Abonnez-vous pour ne pas manquer le prochain.